Bégodeau écrit que le propre du bourgeois est de ne jamais se reconnaître, qu'il ne s'étiquette jamais que pour nier son étiquette, et que jamais il ne s'assignerait à une telle quelconque case de peur de perdre sa liberté. Alors François Bégodeau, nous vous recevons ce soir dans le temple de l'enfer, dans le temple de l'horreur, de l'infamie et du supplice. Car non seulement nous sommes à Saint-Germain-des-Prés, non seulement nous faisons l'émission des grandes écoles, mais vous avez face à lui celui que peut-être, et on en discutera, est la personne que vous devez sans doute mépriser, exécrer, insulter le plus dans ce livre. Et s'il y a un diable caché ou un imam caché qui traverse ce livre, qui est le monstre inconnu, c'est peut-être moi. Alors François Bégodeau, bonsoir et bienvenue dans la gueule du loup. Bonsoir. On va parler 2 minutes des grandes écoles, parce que vous dites que finalement le programme d'égalité des chances qui a été mis en place dans les grandes écoles, c'est un moyen d'acheter le silence en quelque sorte. Ça, vous écrivez ça. Non, mais ça fait partie du marketing. La bourgeoisie fait marketing de tout, donc ces écoles de commerce qui sont des écoles... qui sont des écoles de... J'insiste bien dans le livre pour dire que ce sont des écoles de commerce et non pas d'économie. Des traits particuliers, peut-être notables de la bourgeoisie cool, celle qui émerge après-guerre avec une montée en puissance depuis 20-30 ans, c'est de faire marketing, y compris d'un certain nombre d'idéaux humanistes. Les mêmes écoles qui reproduisent l'inégalité, qui la reconsolident, sont celles qui vont nous faire pleurer avec des grands projets annuels sur l'égalité des chances. Oui, mais s'il n'y avait pas de projet sur l'égalité, vous diriez que c'est encore pire. Non, pas du tout. Je dirais tant mieux. Moi j'aime quand la bourgeoisie elle est à nu et qu'elle ne fait pas semblant d'être autre chose qu'elle est. Vous préfériez carrément que il n'y ait aucun étudiant des classes populaires à Sciences Po dans les grandes écoles, plutôt qu'on en mette 10%. Je vais vous dire pour 2 raisons. D'une part parce que je trouve que c'est de l'habillage marketing et ça ne fait qu'enfumer les gens et créer des écrans de fumée qui ne permettent pas de voir la vraie vérité nue de la bourgeoisie, ça brûle l'éthique sociale. Et la deuxième raison, c'est que je trouve absolument pas enviable pour un prolétaire de se retrouver à Sciences Po. Je trouve que c'est pas du tout ce que je souhaite aux prolétaires, moi, d'épouser les courroies de la bourgeoisie. Donc, non, je souhaite que les prolétaires inventent leur propre sillon, inventent leurs propres écoles, pratiquent l'éducation populaire, s'auto-éduquent. C'est très Michel Onfray. Oui, sauf que Onfray, passons. Mais donc non, vraiment, les enfants du prolétariat qu'on tire du prolétariat sous couvert d'excellence scolaire et qu'on emmène dans la bourgeoisie pour en faire des royalistes, des gens plus royalistes que le roi, plus républicains que la République et plus blancs que blancs, pour moi c'est un désastre existentiel. Et ces gens-là d'ailleurs deviennent les soldats les plus zélés du centrisme libéral. Donc non, j'ai vraiment pas... Mais vous avez une agrègue Vous avez une agrègue de lettres. Oui. Vous l'avez où? À Nantes. Ah. Et vous ne considérez pas que le mérite... Non, parce que vous ne considérez pas que le mérite vous a permis, le mérite républicain vous a permis d'avoir de l'agrègue. Mais le mérite... D'abord, moi j'étais sociologiquement programmé à avoir l'agrègue. J'étais fils de prof. Les fils de profs finissent en hypocagne et puis après, en général, ils ont la grève puis ils deviennent profs eux-mêmes. Et puis à un moment, ils essaient d'accéder à un niveau encore supérieur si tout se passe bien pour eux. Donc j'étais absolument programmé au destin scolaire qui a été le mien. Et alors vous faites une métaphore que je n'ai absolument pas comprise. Vous dites... Alors, une chose de plus dans ce livre que vous n'avez pas compris. J'ai rien compris. Il faudra le relire. Hein. Je suis complètement à côté de la plaque. Alors vous me le relirez cet été, camarades. Je vous le relirai, tiens. On refait l'émission en septembre, mais là je renote. Vous dites, alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur, mais là j'ai recopié, que le bourgeois, si on pouvait faire une métaphore, c'est un peu l'élève qui a bien révisé son contrôle de maths et pris pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Ouais. Le jour du contrôle. Et alors quel rapport avec le bourgeois? J'ai essayé de trouver non pas une métaphore, mais une espèce de petite scénette qui résume la conclusion de ce paragraphe, c'est moi, François, j'étais bourgeois en tant qu'élève. C'est ça que j'essaie de démontrer. Vous dites. Alors j'étais premier de la classe. Et donc effectivement, un premier de la classe, c'est quelqu'un qui sait que si le jeu se passe régulièrement, ça sera à son avantage. Donc les jours de contrôle, étant sûr d'avoir 18 parce que j'avais bien révisé, parce que j'étais un bon premier de la classe, je souhaitais que tout se passe normalement et que le contrôle ait lieu. J'étais bourgeois en tant qu'élève. En revanche, le cancre, celui qui n'a pas révisé, celui qui sait que si l'interro a lieu, il aura 3, il n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait un orage de grêle, que la prof meure, il a envie. Quand on est un prolo, on sait que le déroulement régulier des choses sera à notre désavantage. Donc on a envie que les choses se passent irrégulièrement. En revanche, le bourgeois est celui qui a toujours besoin et envie que les choses se passent régulièrement. Ayant été bourgeois en tant qu'élève, eh bien, je souhaitais toujours que l'école se passe régulièrement. Est-ce que c'est clair? On pourrait vous répondre Est-ce que c'est clair? Oui, mais votre film Entre les murs
montre pas tellement ça. Je vois pas le rapport. Est-ce que vous venez de comprendre vous ne compreniez pas un paragraphe. Oui, vous l'expliquez. Non, mais est-ce qu'on pourrait acter? Non, mais vous me dites, oh là là, je comprends pas du tout ce truc. Non, mais est-ce que vous avez compris ce que... Non, je suis content de l'entendre. Donc maintenant, passons à complètement autre chose. C'est votre œuvre aussi. Ou alors, vous me dites que vous pouvez dire que vous avez évolué. Mais votre film Entre les murs ne montre absolument pas ça. Mais c'est pas parce que je suis dans un paragraphe d'un livre en train de dire un truc. En plus, c'est une parabole. Moi, ce qui m'intéresse dans ce paragraphe, c'est la bourgeoisie. J'essaie de comprendre la psychologie du bourgeois. Et donc, j'invente une petite scénette qui se trouve se passer à l'école. Mais c'est pas un paragraphe sur l'école. C'est un paragraphe, comme je viens de vous l'expliquer, sur la psychologie bourgeoise qui, à l'échelle de la société, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise ou dans la rue, a toujours intérêt à ce que les choses se passent régulièrement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, que par ailleurs, un film que je n'ai pas fait, mais auquel j'ai participé sur l'école, je ne suis pas réalisateur, sur l'école, ne parle pas de ça, n'est pas du tout étonnant dans la mesure où mon paragraphe ne parle pas de l'école, en fait, parle de la bourgeoisie. Maintenant, si vous voulez venir entre les murs, est-ce qu'on a essayé de démontrer les deux choses en disant... Parce qu'elles n'ont rien à voir. Oui, elles n'ont rien à voir, mais vous avez fait quand même un film qui est relativement, pour une certaine méritocratie, on peut le dire. Non, vous considérez... D'une part, vraiment, j'y insiste. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Entre les murs, donc vraiment, alors, le livre... le film, vous n'assumez pas... Non. Et je voudrais juste être précis quand je parle, donc j'assume ligne après ligne le livre. En revanche, le film, ne l'ayant que co-scénarisé et encore très à la marge, n'en ayant été que l'acteur principal et non pas le réalisateur, n'ayant pas monté le film, je ne peux pas tout valider et tout ratifier. Donc, et par ailleurs, je ne trouve pas qu'objectivement le film soit une apologie de la méritocratie, mais bon, c'est leur si vous voulez. Ça montre quand même l'élève qui apprend au fur et à mesure, qui part de très loin, qu'on arrive à faire revenir dans le système. Quel élève fait ça? Je ne peux pas vous dire le nom précis. Non, il n'y en a pas dans le film. Ah si, justement, ça montre quand même qu'à la fin, il y a une fille qui réussit à s'intéresser au livre grâce aux faits, aux bons profs. Il y a de ça dans le film. Mais c'est pas ça. Comme d'habitude, vous surinterprétez un moment. Donc, si vous voulez vraiment y revenir, soyons précis, parce que vraiment, c'est toujours à la serpe, quoi. Il y a un moment dans le film, et un moment n'est pas la thèse du film, c'est un moment. Mais c'est la fin. Par exemple, il y a un autre moment dans le film, pas très loin, où il y a une élève qui vient dire au prof « je n'ai rien appris pendant toute l'année ». Vous voyez, donc ça, c'est pas exactement le son de cloche que vous dites. Il y a un autre moment, parce que le réel est hétérogène, parce qu'il y a plein de réels comme ça qui sont contradictoires, où il y a une élève qui, d'ailleurs sa mère arrivait comme prof, je le racontais dans mon livre, et ça avait touché Quentin, il voulait le mettre dans le film, qui dit « Ma sœur m'a fait lire La République de Platon, et j'ai bien aimé ce livre. Ah bon, tu peux l'expliquer? Ouais, c'est un livre où il y a un mec qui pose des questions sur c'est quoi la justice, c'est quoi la religion. Il y a un moment, une élève qui rend compte du fait que sa grande sœur lui a donné à lire La République, et qu'elle a trouvé ça assez cool, qu'elle a compris. C'est pas et vous en tirez le truc. Dernière scène du film. Non, c'est pas la dernière. Dernier dialogue. Pas du tout, le dernier, pas du tout. Non. Ah si. Non. C'est en tout cas dans les 3 dernières minutes. Oui, d'accord, très bien. C'est pas parce que. C'est ce qu'on appelle la fin du film. Oui, mais il n'y a que dans les mauvais films que la fin du film est la thèse. Voilà. Donc, non, puis quand bien même, ça serait pas en hommage au bon prof. D'ailleurs, elle dit c'est sa sœur qui lui a fait lire des trucs, c'est pas le prof. Elle n'est pas en train de dire monsieur, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Alors, on n'est pas dans l'instit. Avec Gérard Klein, vous êtes trop jeune pour connaître cette série. Non, je pense que ce film a bien des défauts, il a bien des faiblesses et il mériterait d'être corrigé à plein d'égards. Je ne pense pas qu'il ait le défaut d'être dans la bien-pensance républicaine, parce que c'est sûrement pas mon tempérament à moi, mais c'est même pas le tempérament de Cantet. Mais est-ce que de vouloir une certaine méritocratie, en quoi c'est la bien-pensance républicaine? Si, parce que l'idée que à l'école, c'est beau l'école parce que ça permet quand même à des gens qui travaillent bien de pouvoir un peu se hisser à un rang, etc. Ça, c'est vraiment pour moi la poésie méritocrate républicaine. Donc c'est mieux que les gens aillent à l'école, fument des joints, lisent pas un bouquin et restent dans leur site HLM. Pourquoi tout de suite citer HLM? Il pourrait très bien fumer des joints ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est mieux qu'à l'école, ils n'apprennent rien, et que ce soit... De toute façon, à l'école, premièrement, on n'apprend rien, donc ça change rien. À l'école, on apprend... Non, c'est une idée. Non, mais vous me confirmez, notre débat me confirme dans l'idée que, par-delà tous les griefs que j'ai par rapport à l'école, je dis et redis, et je ne comprends pas qu'il n'apparaisse pas plus clairement à des gens de gauche, émancipateurs, que l'école est le chef-d'œuvre de la bourgeoisie. Que l'école est l'institution qui, plus qu'une autre et de façon plus performante que quelque autre institution, perpétue le règne de la bourgeoisie. Et c'est une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie adore l'école, et c'est une des raisons pour lesquelles le capital
continue à financer cette institution. Et là, ce serait quoi votre école? Mais ça serait un autre débat. Non, mais c'est que le truc, c'est que on ne comprend pas. Enfin, là, vous dites que l'école, en quelque sorte méritocratique, où les profs se donnent du mal en essayant de faire ce qu'ils peuvent avec des situations compliquées, ça va pas, c'est à la bourgeoisie. Alors, je ne comprends pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre solution. Mais vous savez, il y a eu plein de tentatives ponctuelles dans la grande tradition anarchiste, libertaire, marxiste, de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire. Il y a plein de réseaux d'éducation populaire qui vous les connaissez pas, parce que là, c'est des effets de classe. Hein. Enfin, vous n'avez jamais croisé ça. Il y a un élève de banlieue qui est allé dans des réseaux d'éducation populaire. Mais pourquoi vous êtes tout à fait obsédé par la banlieue? Ça, c'est aussi une obsession. C'est un peu le problème actuel. Mais, ça, c'est vous qui dites que c'est le problème actuel. Moi, je pense pas que les élèves de banlieue, et c'est peut-être aujourd'hui ça le problème principal, vont dans des trucs d'éducation populaire. Non, mais vous prenez toujours les choses par la marge et jamais par la quintessence. Je vous parle d'éducation populaire. À aucun moment, vous essayez de vous enquérir de ce que sont ces réseaux d'éducation populaire que vous ignorez totalement. Et personne ne peut vous en vouloir. Personne ne peut vous en vouloir. Vous les ignorez totalement, mais plutôt que de vous en enquérir, plutôt que de me reposer une question pour dire « Mais alors à quoi ça ressemble l'éducation populaire ?» Vous êtes immédiatement en train de dire « Oui, mais bon, les gens de banlieue... » Prenez le temps, ben voilà, bien sûr, c'est ce que je vous dis, mais puisque c'est la première fois que vous en entendez, ne vous empressez pas de le juger. Non, mais moi j'ai une question. Essayez de comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui naissent dans des cités en banlieue qui vont dans des réseaux d'éducation populaire? Alors, sachez que ça existe. D'abord, l'éducation populaire, il y a des grandes... Mais vous ne connaissez pas du tout l'éducation populaire, donc ne vous étonnez pas. Mais alors, aucun média ne le connaît, personne ne le connaît. Moi, on ne va pas parler d'éducation populaire maintenant parce qu'il nous faudrait 8 heures. Mais je note quand même l'obsession bourgeoise pour la banlieue, quand même. Mais non, c'est parce que c'est quand même le problème actuel. Ah, mais ça, c'est vous qui vous constituez comme un problème. Pourquoi ça serait ça le seul? Pour moi, le problème, c'est la bourgeoisie en ce moment. C'est eux qui détruisent la société. Et la banlieue n'a pas de problème. Les polons, c'est les bourgeois. La banlieue ne pose aucun problème en France. Mais chacun découpe son problème. Et vous dites les banlieues, en fait, qu'est-ce que vous entendez par banlieue? La banlieue, le trafic de drogue, le fait que des élèves à 10 ans commencent à faire du trafic de drogue, le fait que des kalachnikovs, le fait que les élèves en banlieue, on n'est même plus au niveau de la lecture, le fait qu'on arrive à des affaires comme l'affaire de l'analysie, ça, c'est pas un problème. D'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que... Non, mais moi je vois bien, j'entends quand même le symptôme. D'abord, d'où vous tirez vos informations? Est-ce que vous allez en Seine-Saint-Denis? Non, c'est une question. Est-ce que vous allez en Seine-Saint-Denis? Non, mais c'est important. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche, c'est un fait. M'installer puisque ça a l'air d'être un paradis. Non, mais c'est pas. Non, mais j'ai pas dit que c'est. Ça a l'air d'être le plus bel endroit. Mais c'est vous qui. Aucun problème. Non, on n'est pas. Le problème, c'est en 6e. Vous avez tout faux. On n'est pas chez Pascal Praud là. Ne faites pas ne galvaudez pas le débat. On n'est pas en train de se demander, moi je ne suis pas le gauchiste qui dit qu'en banlieue tout va bien, et vous n'allez pas faire le méchant de droite qui dit en banlieue tout va bien. En revanche, ce que j'entends là, d'abord, ce n'est pas un reproche que je vous fais de ne pas aller en Seine-Saint-Denis. Par contre, c'est un fait dont il est important qu'il soit avéré. Vous êtes en train de parler d'un département où vous n'allez jamais. C'est toujours intéressant de le constater. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un constat quand même parlant. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que quand même, je vois bien qu'en fait, vous vous inquiétez du prolétariat au sens où le prolétariat vous inquiète. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une vieille vision tout à fait bourgeoise que je décris dans mon livre, des classes populaires. La plèbe, c'est classe laborieuse, classe dangereuse. C'est pour ça, et je termine parce que ça demande un peu de subtilité. Je crois que pourquoi il y a une telle focalisation de la bourgeoisie sur la banlieue en ce moment, c'est parce qu'elle a identifié que c'était le pan du prolétariat qui lui était probablement le plus dangereux. Et que vous ne vous inquiétez, je le répète, vous ne vous inquiétez du sort du prolétariat que dans la mesure où il vous inquiète. Vous ne vous inquiétez de la misère des prolétaires que dans la mesure où vous sentez qu'elle est potentiellement dangereuse pour vous. Je peux vous donner un exemple concret. En Lozère, qui est le département le plus pauvre de France, c'est le seul département de France où il y a eu cette année 0 acte de délinquance enregistré. On est vraiment chez Pascal Praud. 0 acte de délinquance enregistré. Ne me dites pas qu'en banlieue, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ça que j'ai... Est-ce que c'est ça que j'étais en Lozère? Non, mais moi je parle... En fait, alors, pas compris, vous n'avez pas compris, donc je vais réexpliquer parce que je suis patient comme un bouddhiste. Je n'étais pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de délinquance en Seine-Saint-Denis, parce qu'on n'est pas chez Pascal Praud. J'étais en train de dire j'étais en train de continuer mon livre, c'est-à-dire de continuer l'analyse, parce que là j'ai un spécimen qui est génial, de la psychologie bourgeoise. Je dis, mais
non pas il n'y a pas de délinquance en banlieue, mais comment se fait-il que la délinquance en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs que vous ne subissez jamais, dont les premières victimes sont toujours les gens de Seine-Saint-Denis eux-mêmes. Donc, vous vous en inquiétez particulièrement. S'inquiète uniquement des choses dont il est directement je parle même pas. Et vraiment, si je voulais être un peu plus sulfureux, dans le fameux argument de la Lozère, qui est un argument Pascal Praud. Je vois pas du tout le rapport avec Pascal Praud. Mais si, parce que c'est tout à fait quelque chose qu'il pourrait dire, et puis c'est quelque chose, dans l'antienne de droite, c'est quelque chose qu'on entend tout le jour. Ah là là, la pauvreté n'explique pas la délinquance dans la mesure où il y a d'autres départements où les gens sont pauvres et ils sont pas délinquants. CQFD, c'est des gens, faudrait qu'ils disent... C'est un argument de Denis Brognard ou Jean-Luc Reichmann. Oui, en tout cas, je pense que la droite a lu tellement peu de sociologie qu'elle ne sait pas ce que c'est que la sociologie, elle a toujours tendance à la caricaturer et à en faire une pauvre petite chose. Mais en tout cas... Ça, c'est un argument d'autorité. Non, mais je pense que vous n'avez jamais lu de sociologie, vous lisez pas... Mais sinon, vous diriez pas les conneries que vous dites, alors. C'est un argument d'autorité, là. Si vous n'avez pas eu de sociologie, alors, je vous pose une question. Alors, je vais mieux m'expliquer, parce que comme ça, vous allez comprendre que c'est pas un argument... Vous allez comprendre que c'est pas un argument d'autorité. Oui, si, j'ai lu de la sociologie. D'accord, vous avez lu Bourdieu, donc. Oui, j'ai lu Maffezoli, j'ai lu tout ça. Alors, je vous dis Bourdieu, vous dire que Maffezoli n'est pas un sociologue. Si, mais j'aime bien Maffezoli. Non, mais je vous parle de Bourdieu, vous voyez, vous voyez la différence entre Proust et Alexandre Jardin ou pas? Oui, mais d'accord. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de Bourdieu. C'est pas une passion. Non, mais par exemple, de dire votre argument de dire. Je fais une émission. Il y a des pauvres en Lozère et ils ne sont pas délinquants. Il y a des pauvres en Seine-Saint-Denis et eux deviennent délinquants. Alors, pardon, que vous ayez lu de la sociologie ou pas, mais c'est un raisonnement d'un sommaire qui ne comprend rien à ce que sont que les sciences sociales, qui ne comprend rien à ce que c'est qu'un conditionnement social. Parce qu'évidemment, un conditionnement social, il n'engage pas que le niveau économique. C'est pas que ça, les conditionnements sociaux, c'est pas le niveau du portefeuille, c'est aussi tout un tas d'environnements urbanistiques, architecturaux, un certain état du chômage, un certain état des solidarités qui règnent dans les quartiers ou pas, il faudrait voir ce qui se passe en Lozère, etc. Il faudrait voir aussi la possibilité d'exercer de la délinquance. Parce que un des désavantages de la France vide, la France déserte, dont la Lozère fait partie, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voler. Argument. Non, mais c'est pas le seul que je dis. C'est pas des arguments. Je prenais ça comme un exemple J'essayais de vous faire un tableau complexe de ce que peut être un conditionnement social, et parmi les multiples conditionnements, il y avait celui-là. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Je suis en train de vous dire que le conditionnement social, c'est 1000 fois plus subtil que la caricature que vous en faites. Donc votre argument de la Lozère, vous pouvez vous le ravaler. Et puis je vais ajouter une deuxième chose. Je viens de vous expliquer pourquoi. Mais vous voulez pas l'entendre. Mais vous voulez pas l'entendre, c'est pas grave. Par ailleurs, je crois quand même que de comparer la Lozère à la Seine-Saint-Denis comme vous l'avez fait, je ne dis pas que ce soit que ça, le stimulant de votre corps au moment où vous sortez cette phrase. Mais bien sûr qu'entre là-dedans une particule d'un vieux fond raciste de la bourgeoisie française. Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans cette phrase? Bien sûr. Pourquoi? Lozère, terre agricole, rurale, de petits blancs, etc. Mais vous le savez très bien. Mais ça n'a absolument rien à voir. Il y a évidemment un inconscient raciste qui est au travail. Je peux vous dire qu'un des quartiers de Paris où il y a le plus de délinquance, les gens ne le savent pas, c'est le 16e. Très bien, mais il fallait me prendre cet exemple tout à l'heure quand vous parliez de la Seine-Saint-Denis. Non, parce que je vous prenais celui qui avait le moins de délinquance. Je ne vous ai pas dit le quartier de Paris où il y avait un peu moins de délinquance. En tout cas, il y avait beaucoup de délinquance. Ma conviction profonde pour la... Alors, je ne vois pas du tout le rapport du racisme. Si. Et en plus, vous dites dans votre livre qu'on fait des procès en racisme. C'est pas un procès, c'est une analyse. Qu'on met les accusations en racisme à tout le monde sans raison. Et là, parce que je parle de la Lozère et que vous vous dites qu'il ne doit pas y avoir des Arabes et des Noirs en Lozère alors qu'il y en a en Seine-Saint-Denis, du coup, c'est raciste. Quelle a été mon expression précise? Que ça montrait un fond d'un raisonnement raciste. Je ne comprends pas encore. Pardon, je vais essayer de rendre hommage, parce que je suis le seul ici à épouser cette cause, à mon verbe. J'ai parlé d'un vieil inconscient raciste de la bourgeoisie française. Mais vous êtes aussi contre la psychologie dans votre bouquin et vous me parlez d'inconscient. Pas du tout. Je ne suis pas du tout contre la psychologie. Moi, c'est un bouquin de psychologie. Je fais de la psychologie sociale de la bourgeoisie. On peut être raciste. Je parlais tout à l'heure, puisque vous avez encore mécompris tout à l'heure, à propos de la femme dans le métro, je stigmatisais, en tout cas, je brocardais une certaine façon de pratiquer la psychologie réconciliatrice et émolliente. Ce n'était pas la psychologie tout court. J'ai fait un livre de psychologie. Donc j'essaie d'analyser quelle est la psyché de groupe de la bourgeoisie. Et je crois que dedans s'active à des degrés... Ouais. Je termine mes phrases. Oui. S'active à des degrés. Chez vous, je pense de façon extrêmement microscopique.
C'est des petites particules. C'est ce qu'on appelle un impensé. C'est un vieil inconscient qui, parfois... Je termine. C'est comme un procès. Je termine. Oui. C'est pas un procès. J'essaie d'être précis dans ce que... Le procès stalinien, c'est je ne t'accuse pas pour ce que tu dis, je t'accuse que pour ce que tu pourrais penser inconsciemment. Non, mais je pense C'est ce que vous me dites. Je ne dis pas que j'ai absolument raison, mais je trouve que cette comparaison avec la Lozère est tellement débile que forcément elle fait symptôme de quelque chose, parce qu'elle n'est pas intéressante dans ce qu'elle dit, puisque ce qu'elle dit n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante sur l'impensé qui vous amène à produire une comparaison qui, comme par hasard, tombe sur la Lozère, qui est un peu, bon voilà, la France blanche, machin, rurale, la France qui adore la droite, quoi. Parce que, pourquoi la France... Non, la Lozère est un département de gauche. Pourquoi la droite adore cette France-là? Parce que ça a toujours été la France qui a été du côté de la conservation. C'est la France qui a donné des chambres aux royalistes et à Bonaparte en 48. Non, la France rurale, la France blanche, la France des campagnes, qui s'est toujours opposée. C'est là où il y a eu moins de droite. Il y a eu quelques petites exceptions comme ça. Mais je ne parlais pas de la Lozère en tant que telle, mais je veux dire de la France rurale en tant que telle. La France rurale a toujours été du côté de la conservation dans son vote général. Et elle a beaucoup fait pour que les forces socialistes, communistes, la classe ouvrière, le mouvement ouvrier, celui qui était agrégé dans les villes, dans les grandes villes, soit toujours mis en minorité dans les premières élections. Donc en gros, si je parle des banlieues, c'est pas bien parce que je suis obsédé par les banlieues, et si je parle de la France rurale, ça veut dire que j'ai un inconscient raciste. Je ne sais pas de quelle partie de la France parler. Peut-être Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce que vous venez de faire, dont vous avez l'air d'être content parce que vous sauriez, est vraiment pas à la hauteur du débat. Je prétends pas faire des débats de grande hauteur. Bon. Moi, je prétendais dire des choses intéressantes. J'aurais bien aimé que vous en preniez acte. Mais à chaque fois, vous le ramenez à quelque chose de folklorique télévisuel. On fait de la télévision. Ah bon, on fait de la télévision? C'est une émission. On a 1h30, on peut essayer de créer de l'intelligence. On a le droit de pas être d'accord. Ah ben j'espère qu'on n'est pas d'accord, mais bien sûr. J'ai pas l'impression qu'on ait toujours le droit. Ah bon? C'est que quand vous utilisez des arguments d'autorité, vous n'avez pas lu, vous ne connaissez pas, c'est un argument d'autorité. C'est qu'on n'a plus d'arguments, alors on dit de toute façon tu ne connais pas la sociologie, moi je connais. Moi j'ai un avis. Alors dans toute cette longue discussion, combien d'arguments d'autorité ai-je produit? Vous en avez dit au moins 3 ou 4. Alors, citez-les-moi. J'ai oublié. Non, parce que... d'Althusser, et un dernier j'ai oublié le nom déjà. Comment? De qui? Vous m'avez parlé d'Althusser, vous avez là. Non, j'ai pas parlé d'Althusser, si. Je crois pas. Ah bon? Vous avez parlé d'Althusser, et à la fin vous me dites, vous n'avez sûrement pas lu, machin. Mais c'est pas parce qu'on cite... Attendez, ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est quand on considère que sous prétexte qu'on se planque derrière une autorité, ça vaudrait en soi un argument. C'est ça qu'on appelle strictement un argument d'autorité. Je pense que de ce point de vue-là, je n'ai utilisé aucun argument d'autorité. Alors quand vous me dites, vous n'avez pas lu telle chose, donc vous ne pouvez pas le comprendre, c'est pas un argument d'autorité. Alors je je suis impressionné. C'est très bien de le résumer à un argument d'autorité, dont je maintiens que ce n'en est pas un stricto sensu. J'ai pas compris encore. Et en fait, c'est pas ça qui se fait jouer là. Moi, je crois qu'en fait, je suis en train de finir un essai qui parle très largement de ça, me frappe beaucoup à droite. La façon dont, d'abord il y a un refus de la sociologie à droite, mais qu'on pourrait expliquer, qui est tout à fait normal en fait, pour plein de raisons qu'on a déjà d'ailleurs élucidées ce soir. Un refus de la sociologie, c'est une chose, mais il y a surtout une immense méconnaissance de la sociologie, et il y a une mécompréhension profonde de ce qu'a pu être la pensée profonde de la sociologie, et notamment telle que représentée par ces grands génies que sont Durkheim, Bourdieu et puis plein d'autres. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et ça, c'est pas une généralité. Ah, mais ça, je le constate. Ah, non, mais ça, oui. Parce que vous avez dit que vous ne disiez pas de généralité, que vous disiez que des choses précises. Non. Ok, on fait des généralités. Il y a des généralités précises. Là, vraiment, je pense qu'à droite, vous méconnaissez totalement la sociologie. Déjà, à droite, moi, je ne vois pas en quoi je suis droite. Ah ben, on l'a bien vu ce soir. En quoi? Vous avez fait une parfaite démonstration. Je ne vois pas en quoi. Il n'y a eu aucune faille dans le dépli d'un esprit droitier. C'est pas ça, c'est que vous considérez que toute personne qui n'est pas politisée est forcément de droite. Ah non, je ne parlais pas du fait que vous êtes toutes très très politisés. J'ai pas l'impression. Ah si, vous l'êtes beaucoup. Alors j'ai dit un propos de droite ce soir. Vous ne faites aucune erreur. Ah bah oui, tout ce que vous avez dit. Ah bah il faudra me passer la main parce qu'il n'y a pas un propos de droite. Si. Y compris quand vous me prêtiez des idées de droite en prétendant qu'elles étaient dans le livre, alors qu'en fait c'était vos propres idées. L'idéologie victimaire par exemple, mais il y a eu plein de moments dans notre échange où en fait, vous vous rendez pas compte, hein, mais vous ne faites
aucune erreur dans... Vous êtes dans l'inconscient là encore. Vous êtes non, très consciemment. Non, dans les ethos, qu'il y a un truc, on se dit cette personne est droite. Excusez-moi. Pas du tout, c'est pas l'inconscience, c'est les mots. Vous m'avez dit. Vous m'avez encore interrompu. Avant de commencer, vous me dites les gens qui disent qu'ils sont. Je vous dis, je suis pas politique, j'ai pas d'avis politique. Vous me dites, ça veut dire que tu es de droite. Ça, c'est ce que je. Alors, toutes les personnes qui n'est pas de gauche, c'est de droite. Alors, soyons précis. Là, vous êtes en train de rapporter un propos qu'on a eu tous les deux quand on s'est rencontrés. Vous m'avez dit bonjour, on va faire un truc. Et là, vous m'avez dit, moi, je suis apolitique. Et là, je vous ai dit. Vous savez très bien qu'en général, les gens qui se piquent d'être apolitiques sont plutôt à droite. Fin de la discussion. C'est tout ce que j'ai dit. Après, on a fait ce qu'on vient de faire. On a discuté longtemps. Et là, maintenant, alors là, oui, là, c'est plus je me pique d'être apolitique, et là, quand même, on peut vous soupçonner d'être un peu de droite parce que c'est un classique. Mais là, franchement, vous avez fait un festival. Après, si être pour l'héritage... Vous êtes un chef-d'œuvre de la droite. Mais peut-être que si être pour l'héritage, pour la propriété privée... Et contre là, c'est être de droite. Oui. Bon, alors d'accord, donc pour vous, toute la gauche française est de droite. J'ai pas trop d'inquiétude à me faire. Moi, je pense qu'il y a toute une partie de la gauche qui se prétend de gauche et qui est de droite, ça c'est vrai, oui. Mais vous êtes de droite. Les gens jugeront sur l'émission. Ah oui, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous dites que le propre du bourgeois, c'est de ne pas l'assumer. Et on sent, il y a une réelle haine du bourgeois dans votre livre. Et est-ce qu'au fond... une telle haine du bourgeois, c'est pas parce que vous-même, vous avez un peu l'impression de faire partie. Dans votre présentation, vous avez utilisé beaucoup un lexique très hyperbolique, très exécré. Oui. Maintenant, vous me parlez de haine. J'ai oublié les verbes, mais c'est quand même, ils sont tous un peu du même registre, qui laisserait croire, je crois, à quelqu'un qui n'aurait pas lu mon livre, que ce livre a un ton particulièrement agressif et haineux. C'est faux. Je n'ai pas de haine contre le bourgeois. En revanche, c'est l'adversaire de classe. Ouais. La bourgeoisie est la classe qui domine. À ce titre-là, elle me domine. Elle organise et régit la société de telle sorte que je subis cette organisation, qui est une organisation marchande. Elle me prend dans un système de marchandisation de la valeur. Et à ce titre-là, c'est un adversaire de classe. C'est un livre qui déclare une sorte de guerre politique à la bourgeoisie, mais pas du tout d'inimitié individuelle, de haine, de tout ça. Encore une fois, il n'y a aucune phrase dans le livre qui laisserait croire qu'il est écrit depuis la haine. Il y a une chose qui m'a un peu étonné, c'est une influence étonnamment américaine dans votre livre, parce que 2 fois dans votre livre, vous donnez le prix de votre appartement, 295 000 €, dans le 11e, et j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une règle en France, dans tous les milieux, dont en gros on dit, quel que soit d'un milieu le plus bas, paysan ou plus haute classe, n'importe quoi, on ne dit pas le prix de ses biens. Et est-ce que ça, dire comme ça le prix de ses biens 2 fois dans le livre, est-ce qu'il n'y a pas une influence un peu à l'américaine ? Je crois qu'il y a quelques clichés qui traînent sur la France, effectivement, par rapport à l'argent, qui sont plus ou moins vrais. Ouais. Il est évident que, je dirais, l'ancrage chrétien ou catholique spécifiquement de la France a fait qu'on n'a peut-être pas exactement le même rapport à l'argent que les protestants, et donc par exemple les Américains. Deuxièmement, les Américains étant des ultra-libéraux, et nous, on est un pays de moindre libéralisme, il y a un peu plus de complexe par rapport à l'argent. Troisièmement, la gêne que vous décrivez, elle est surtout une gêne qui n'est pas des Français en général, qui est de la bourgeoisie française. La bourgeoisie française, effectivement, repose, je le dis beaucoup dans le livre, son acte premier est un acte de dissimulation. Oui, c'est tout à fait. Dissimulation de la plus-value qu'elle extorque aux prolétaires, ça, je suis très marxiste de ce point de vue-là. On peut dire. Et puis de dissimulation de ses biens, de ce qu'elle fait avec ses biens, de la façon dont elle fait fructifier ses biens à partir des biens, de tout un tas d'échappatoires fiscaux qu'elle pratique à l'envi. Donc effectivement, il y a une grande tradition, mais je dirais, c'est pas plus français qu'autre chose. Je pense que c'est un trait commun de la bourgeoisie de dissimuler ce qui est le nerf de sa classe, à savoir les tractations d'argent. Je pense pas que là-dessus les Français soient finalement beaucoup plus préférez la tradition protestante. Alors moi, non, c'est vous qui m'affiliez aux États-Unis. En fait, le geste que je fais, je crois qu'il faudrait qu'il se rapporte à la fois à une tradition
littéraire existentialiste qui consiste à parler de soi et de ne pas avoir peur de s'afficher soi-même. On va en parler d'ailleurs. Elle pourrait passer par Nietzsche, elle pourrait passer par Sartre, elle pourrait passer par Gombrowicz, par Kierkegaard, par des choses comme ça. Et là, le deuxième aspect vient de mon marxisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que le cœur des choses, c'est quand même les rapports d'argent, les rapports économiques, les rapports de production, la division du travail ordonnée par ces rapports de production, alors vous êtes pour élucider en permanence où se trouve l'argent, qui en a, qui en possède et sous quel terme. Et moi, je pousse le geste jusqu'au bout, c'est-à-dire je le fais pour moi-même. Bien sûr que moi, ça ne me pose aucun problème de donner le prix de l'appartement dont je suis propriétaire à Paris. En plus, dans ce livre-là, ça me paraissait la moindre des choses. Voilà, puis tout un tas d'autres détails. Alors, une autre chose qui m'a paru étrange dans votre livre, c'est par Michel Maffezoli, qui est un sociologue que j'aime beaucoup et qui est un grand ami, m'a toujours dit que ce qu'il y avait en commun, enfin, le lien commun, ce qui faisait communauté, ce qui faisait social, c'était de partager le pain et le vin. Et c'est ce qui est né depuis les petits villages de France jusqu'à qu'on retrouve même dans toutes les sphères. Et justement, vous dites dans les interviews, je ne réponds jamais au dîner ni aux invitations. Bon, alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que vous citez un truc du livre, je suis obligé de faire un drôle de travail qui consiste quand même à... C'est pas dans le livre ça, c'est dans une interview. Refuser les invitations. Alors, il me semble, je sais plus, parce que les interviews, je sais pas ce que je dis dedans, j'ai pas tout noté, je peux répondre du livre, mais pas des interviews. En revanche, ce que je crois... C'est pas un procès, je vous rassure. Si c'est une interview que j'ai pu donner à propos de ce livre, il se trouve que dans ce livre, je dis que, au bout du compte, je n'ai pas noué d'amitié dans la bourgeoisie, alors que j'aurais pu à un moment, puisque je me suis retrouvé des fois dans des contextes professionnels où j'étais amené à fréquenter la bourgeoisie. D'ailleurs, ce livre est un peu le bilan de ce que j'ai pu observer à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais pu nouer des amitiés, lesquelles amitiés auraient pu se nouer notamment par des dîners, puisque c'est des choses qui se font dans les milieux bourgeois, pas seulement d'ailleurs, mais notamment dans les milieux bourgeois, où le dîner est quand même plus qu'un dîner, quoi. C'est plus bien sûr. C'est plus que, on sait que c'est aussi, le dîner où tout se fait. ça produit du réseau, ça produit, on fait fructifier son capital en dînant. Et j'ai été invité à ce genre de dîner, j'en ai fait 2, 3, 4, je raconte dans le livre que je me suis terriblement ennuyé, parce que je n'y retrouvais pas ce qui pour moi fait le sel de la table et de la conversation de table, à savoir la dialectique, la contradiction. Alors je voyais bien que comme ces dîners étaient organisés au contraire pour que nous cumulions en toute harmonie nos biens de classe. Si vous nous avez invité à dîner, ça aurait été pour vous faire un éloge de vous et pour vous dire que vous êtes le plus merveilleux. Alors du coup, ça m'ennuyait terriblement. Je trouvais, du coup, ça amollissait la conversation, ça la vidait tout simplement, ça l'évidait. Alors du coup, je m'ennuyais, donc j'y suis pas retourné. Et c'est vrai que mais par contre, si demain je suis invité par tel ou tel ami qui n'appartient pas du tout à la bourgeoisie, je viendrai très volontiers dîner chez lui. Sauf que en fait, dans la classe moyenne dont je viens, voire même la classe moyenne basse, on s'invite pas à dîner. On va éventuellement manger un morceau dans un café, ou alors viens donc faire un barbecue. C'est plutôt ça, vous voyez, l'habitus dans lequel j'ai... Et est-ce que, c'est assez drôle, parce que on va revenir 2 minutes juste là-dessus, parce que c'est pas du tout le sujet, mais vous avez eu la Palme d'Or et vous racontez que vous l'avez eu complètement, presque par accident. Par accident, je sais pas, je pense que tout... Est-ce que le mot par accident est peut-être le mot terme, mais en quelque sorte, vous ne vouliez absolument pas avoir la Palme d'Or. Ah oui, d'accord. Oui. C'était la dernière chose au monde qui vous... Qui vous intéressait, quoi. Je suis pas très porté sur les prix, et notamment pour les prix qui sont, pour moi, de toute façon, factuellement démonétisés par ceux qui en ont été les lauréats. Si par exemple, demain, je sais pas, moi... avait le Goncourt demain, je vais dire Guillaume Musso pour être un peu banal. Faites une blague un peu moins banale. Joël Dicker, des écrivains que je respecte, mais qui sont plutôt des machines à produire du best-seller. C'est des gens qui n'ont pas une grande ambition littéraire. Si ces gens-là avaient le Goncourt demain, le Goncourt se trouverait, on disait Paulus Ulizer aux années 80, le Goncourt se trouverait démonétisé. Bon, la Palme d'Or, ça fait très longtemps qu'elle est démonétisée par tout un tas de prix qui ont eu tout un tas de films qui ont le prix. Et au moment où moi, enfin pas moi d'ailleurs, mais le film Entre les murs l'a eu, il y avait eu quelques Palmes d'Or qui avaient précédé, qui vraiment faisaient que je ne pouvais pas considérer ce prix comme une validation esthétique. Et d'ailleurs, il faut dire qu'à cause de ce livre, je crois que c'est à cause de ce livre, si je ne me trompe pas, vous avez été viré de Transfuge, qui est la revue cinématographique. Un copain m'avait eu cette expression à une époque dans un échange qu'on avait eu et qui était très bonne. Il m'a dit à la télévision, on est obligé de jouer en dessous de son intelligence. Et quand on tient, comme moi, à la qualité de la pensée, à tort ou à raison, en tout cas c'est un but que je me donne, de s'entendre penser très en deçà de ce dont on se sent capable, c'est comme je pense que c'est comme un grand tennisman qui se verrait mal jouer, quoi. C'est-à-dire, toute chose égale. C'est-à-dire que
Si demain Federer aligne pas un seul revers pendant tout un match, parce que vraiment il va sortir en colère. Et moi j'avais l'impression, je ne suis pas le Federer de la critique, j'espère qu'on comprend bien, mais j'avais l'impression sortant de ce plateau-là que je venais de rater tous mes revers. Voilà. Et Tiniak m'a dit plus on était un bon écrivain, plus on passait mal à la télé. Et que c'était un excellent signe pour un écrivain de passer de façon minable à la télé, d'être très 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 mauvais. Là on retrouve, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Tiniak, c'est quand même un penseur de droite, et on retrouve quand même cette grande tradition de toujours préférer à droite, préférer le bon mot à la pensée. Ce que dit là Tiniak n'est pas rigoureux. Parce que c'est pas rigoureux du tout. Ça tendrait à prouver, par exemple, ça tendrait à prouver, lui d'abord est un très mauvais écrivain, puisqu'il passe très bien à la télé. Donc il faudrait qu'il fasse son autocritique. Non, il passe très bien à la télé. La preuve, il est souvent invité parce qu'on sait que c'est un bon client. Non, donc je crois pas. Et je crois qu'il faudrait pas laisser croire un vieux mythe romantique à la con qui consiste à dire que plus je bégaye oralement et plus je suis presque une espèce en carence de communication, meilleur écrivain je serai. C'est faux. Il suffit d'avoir écouté des enregistrements radiophoniques de Gide, de Sartre, de tout un tas d'immenses écrivains qui sont par ailleurs des très bons parleurs. Donc là, on est au bord d'une sorte de mythologie totalement fallacieuse. Un personnage, un écrivain qui traverse un peu votre livre, car aujourd'hui, tous les gens qui sont arrivés, on passe d'un sujet à l'autre, tous les gens qui sont arrivés quelque part disent, alors Léa Seydoux, qui est pourtant la fille des plus gros producteurs de télé français, tous les gens qui sont nés avec 15 cuillères d'argent dans la vie sont arrivés là par hasard. Et alors vous dites finalement, c'est merveilleux, toute notre époque, on dirait sur le signe de Patrick Modiano, c'est-à-dire un peu sur le signe du hasard, de la rencontre, on n'est pas arriviste, ça s'est passé comme ça. Celui-là, mon père était une star. Non, mais il m'a jamais aidé, c'est un hasard, je passais dans la rue. Je pense pas que ce soit un trait d'époque. Je pense que c'est un trait de classe. Ouais. Et que c'est un invariant de la classe bourgeoise. La classe bourgeoise a toujours intérêt, je disais tout à l'heure qu'elle était centrée sur la dissimulation. Ce qu'elle veut dissimuler, c'est toujours le rapport social, et notamment l'inégalité sociale, et notamment les conditionnements sociaux hétérogènes. Donc évidemment, elle a toujours eu intérêt à dissimuler le fait qu'elle bénéficiait d'un certain nombre de passe-droits et d'héritages et de capitaux de départ qui font bon. Mais alors là, pour le coup, quand vous avez dit qu'on n'assumait pas, il y a des exceptions. Moi, je l'assume complètement. Bravo. Vous dites d'ailleurs dans votre bouquin, il n'assume jamais être allé au lycée Henri IV. J'étais au lycée Henri IV. Il n'assume jamais avoir fait, je ne sais pas quelle école, je l'ai faite. Regardez bien la caméra pour dire ça, parce que c'est beau. C'est un bon moment de... jamais avoir été aidé par leur famille. Ma mère est écrivain et publie chez POL, qui est le truc un peu le plus... En plus, c'est des livres de merde. Ah bon? Oui, c'est très mauvais. C'est qui votre... De la poésie avec un mot par page. Bah, pourquoi pas? Ça peut-être vous intéresse pas tellement. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense que si elle est poète et qu'elle publie chez POL, alors elle doit avoir du talent, parce qu'il y a une grande tradition de très bons poètes chez POL. Écoutez, vous défendez plus ma mère que moi. J'essaie de vous réconcilier avec votre mère, parce que parce que c'est ma mission sur Terre, de réconcilier les gens. J'ai vu que vous étiez venu un peu comme aide familiale. Bien sûr. Alors, il y a quand même une autre contradiction que j'ai trouvée dans le livre. C'est que quelle était la première? Aucune, vous les avez toutes démontées. Ah d'accord. Non, mais je voudrais que... Ah non, je m'écrase, moi, je m'écrase. Dans quelques heures, je serai en dessous, au 0e étage, je suis déjà sur du 9e étage. C'est mon but. Ah non, vous avez vu que là, je m'écrase, hein. Ouais. Je me laisse m'écraser, non, je m'écrase vraiment. Écrasez-vous. Alors, il y a un truc qui pourrait paraître comme une contradiction, c'est que vous détestez la posture victimaire. Le côté d'être tout le temps dans la victimisation, et en même temps... Oh là là, vous pouvez me citer la phrase d'où ça vient, ça? Dans vos interviews, en général, comme la posture victimaire, la posture... Je sais pas du tout. Vous n'avez rien contre la posture victimaire? Alors, d'abord, il faut bien préciser les choses. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'essai que je suis en train d'écrire, je fais un sort à un moment à ce qui est devenu un refrain de la droite, notamment de la droite autoritaire et réactionnaire, à savoir de considérer que toute révolte ou toute insurrection serait à mettre sur le compte de l'idéologie victimaire, du victimisme, de la victimisation. Donc ces mots-là sont utilisés par un camp que je réprouve pour disqualifier toute forme de révolte. Donc vraiment, je ne vois pas dans quelle interview... Sur le féminisme, quand vous dites pour un frotteur de là, vous dites pourquoi une femme psychologiste tout de suite, au lieu de tout simplement déjà mettre une baffe au mec, au lieu de lui... Je ne vois pas où j'ai dit ça, je comprends. Désolé. Ah, c'est dans le bouquin. C'est dans le... Ouais, alors, citez-moi le passage, parce que là on est sur des choses importantes en plus, parce que des choses qui peuvent être parfois mal interprétées. C'est le féminisme.
je vois pas du tout, vraiment je déteste ces mots par lesquels on disqualifie la cause féministe, à savoir dès qu'une femme ose faire valoir le fait qu'elle est dominée, qu'elle subit la domination masculine d'une manière ou d'une autre, on la frappe de disqualification en considérant qu'elle fait du victimisme. Je vais vous trouver le passage, ça va sans doute m'emmener sous terre. Bah oui, je suis sûr de mon coup. Hein, avec un frotteur dans le métro, tu as essayé de dialoguer, m'as-tu raconté. Il profitait du tassement de l'heure de pointe pour se coller à ton cul. Tu ne l'as pas giflé, tu l'as rattrapé dans le couloir pour lui demander quelle pulsion il avait pris, quel plaisir il trouvait et s'il mesurait le traumatisme qu'il pouvait y provoquer. Tu donnes dans la psychologie, toute la modernité est là. Tu as l'intelligence progressive de savoir la manière forte, efficace. Là, je fais exemple. Alors, c'est compliqué, donc je vais essayer de m'expliquer. Vous avez? Non, mais c'est pas du tout ce que vous disiez. Non, c'est pas ce que je dis. Il n'y a pas du tout les mots victimes, il n'y a pas. Bon, donc c'était déjà totalement fallacieux ce que vous dites. Bon, mais donc non, mais là, je suis un peu agacé parce que franchement, je vois pas où vous êtes allé chercher, si ce n'est dans votre propre cerveau, parce que je pense que ce sont des mots qui appartiennent à votre corpus, à vous, et pas à moi. Ça, c'est possible. Moi, jamais vous m'entendrez dire idéologie victimaire. J'entends beaucoup en ce moment des gens à propos de ce qui s'est passé à Minneapolis dire oui, enfin quand même les Noirs, idéologie victimaire. C'est obscène de dire ça. Un mec a été étouffé, assassiné par un flic, et il y a quand même des éditocrates de droite qui sont en train de plateau en plateau de nous expliquer que quand même les Noirs, ils ont une proportion à se plaindre. Donc je déteste, alors là pour le coup je déteste. Alors du coup vous êtes cohérent complètement dans votre livre. Non, ce que je dis dans ce paragraphe qui est un peu subtil je crois, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre entre autres choses, c'est ce que j'appelle la bourgeoisie cool, la bourgeoisie centriste. Celle qui effectivement a assimilé, une sorte de moindre mesure ou de demi-mesure. C'est pas la bourgeoisie agressive ou réactionnaire, celle que je viens de décrire par exemple, qui elle dirait vive Trump et les Noirs exagèrent. Non, on est dans la bourgeoisie macronienne ou la bourgeoisie socialiste, le parti socialiste, c'est-à-dire que oui, l'antiracisme c'est bien, tout ça, mais avec toujours une façon de le faire dont le but fondamental, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au bout du compte, l'antiracisme du centriste n'est pas tant un antiracisme qu'une haine de la conflictualité dans la société. Donc évidemment, c'est ça qui va faire que ces gens aiment beaucoup s'armer de psychologie. On va tous se mettre autour d'une table, entre partenaires sociaux, et nous allons discuter tous ensemble. Plutôt que d'avérer la conflictualité du corps social. Le corps social est conflictuel, c'est la guerre sociale. À quoi, je crois, il faut répondre par une sorte de guerre politique. Et c'est vrai que le centrisme ne fait pas ça. Donc je prenais cet exemple-là en disant, toi qui te fais frotter par un emmerdeur dans le métro, mais t'as tellement assimilé cette espèce d'idéologie de l'écoute, de la compréhension, que tu vas même essayer de comprendre ton frotteur plutôt que de lui envoyer une bonne mandale dans sa bonne gueule. Donc en fait, ce que je dis là, c'est reprendre des réflexes de féminisme tels qu'il y avait dans les années 70, tels qu'il y a encore d'ailleurs, un féminisme combatif, politique, conflictuel et qui n'a pas peur d'aller donner le coup de poing plutôt que d'être en fait effectivement dans le côté DRH. Le côté un peu Instagram, MeToo. Alors ça je sais pas, j'ai pas parlé d'Instagram. Non, j'en parle pas. J'essaie d'être précis. Je crois qu'il y a plutôt une sorte de pensée émolliente qui, au bout du compte, je crois, où je vois un trait bourgeois, parce que c'est vrai que le bourgeois, en tant que dominant, il a toujours intérêt à ce que la société soit pacifiée. Parce qu'une société qui se conflictualise, c'est une société qui le menace. Et donc, il a même réussi à faire de la cause féministe, qui est une cause éminemment conflictuelle, qui crée des discordes et des dissensus très profonds dans la société, et des dissensus légitimes, il a réussi à le ramener à un truc cool. Il a codifié le féminisme, et il en a fait une espèce de truc de marketing qui fait que c'est évidemment le féminisme dévoyé. Je pense qu'heureusement, il reste un féminisme solide, politique, conflictuel, combatif et guerrier. Bon, alors je m'écrase. Mais vous voyez tout ce qu'il faut que je dise pour pallier l'immense contresens que vous avez fait. C'est quand même extraordinaire. Des contresens pour OK. Vous êtes à Sciences Po ? Non. Moi, je m'occupe de Sciences Po. Ah, d'accord. Parce que... non, parce qu'on vous apprend à lire à Sciences Po, normalement. Non, vaguement, mais je suis pas sûr de savoir encore lire. Ah, d'accord. On est petits c'est peut-être mon texte qui vous est particulièrement hermétique. Non, mais j'ai lu en entier du début jusqu'à la fin. C'est gentil. Ah non, ça rien que pour ça, j'ai du respect pour vous. Toujours. Ouais. Et non, alors justement, ce que je voulais dire, mais alors du coup, ça tombe à plat, c'est que si vous étiez contre la posture victimaire, je veux dire, il y a un petit mouvement, et là je peux vous citer les phrases précises de votre livre, il y a un petit côté victimaire dans le livre. De moi ? Ouais. C'est-à-dire ? Quand vous dites, par exemple, j'habite dans 40 mètres carrés, j'ai une mur écaillée,
j'ai un carton Franprix en table basse. Je ne suis pas, je ne suis pas ravi qu'une fille trouve adorable que mon carton Franprix soit une table de nuit. Ce monsieur fait contresens sur contresens. Alors, je suis obligé d'expliquer mon livre, désolé. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont lu savent très bien de quoi il retourne dans ce passage. Je ne suis pas du tout victimaire. Je suis très content d'habiller dans cet appartement qui est très confortable et qui me suffit très largement. D'ailleurs, c'est précisément ça que je suis en train de dire. C'est que, alors que j'ai acquis un patrimoine bourgeois, en étant propriétaire à Paris, en ayant un compte en banque relativement fleuri, eh bien, j'ai gardé un habitus d'étudiant. Que je décris là, qui est le mien, qui est le milieu où je me sens bien, qui est le cadre de vie où je me sens bien. J'aime bien quand c'est sale chez moi. J'aime bien quand mes vitres sont sales. C'est vrai que j'ai des lattes de parquet qui sont foutues et je m'en fous. Voilà, c'est ça que je décris. C'est pas victimaire, c'est pas genre j'habite dans 40 mètres carrés et ça va pas. Ça va écraser. Bon, de temps en temps. Non mais je pense que vous plaquez beaucoup vos propres façons de penser sur moi. C'est-à-dire que victimaire, c'est un mot à vous, et donc vous me le prêtez. Vous mettez victimaire alors qu'il n'est pas dans le livre. Là, 40 mètres carrés pour vous avec des lattes de parquet pourries, ça doit un peu vous horrifier. Donc vous dites, putain, le mec, quand il dit ça, c'est qu'il est en train de se plaindre. Non. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est mon tropisme un peu prolo, parce que je viens de là, lointainement. Moi, ça me va. C'est marrant, cette lecture très auto-centrée. Tu fais une lecture auto-centrée ? Ben oui. Parce que vous me prêtez des affects qui sont les vôtres. Alors, on va changer complètement de... On va parler maintenant du cœur de... On va faire une partie un peu plus légère. On va arrêter, parce que là, c'était le début. Ah bon, mais c'est léger, là, pour l'instant. Alors, encore plus basse. On va descendre d'un niveau. Vous n'oubliez pas qu'on fait une émission, on reçoit Bigard. Donc, mais moi, j'aime bien Bigard. J'adore Bigard. Je me sens pas indigne. J'adore Jean-Marie. Alors... D'ailleurs, j'en parle dans le livre de Bigard. Et vous en parlez longuement, et c'est pour ça que on va en parler. Et là encore, on ne sera pas d'accord. On va voir. Vous dites un truc, vous dites la bourgeoisie déteste la faute de goût. Est-ce que c'est pour ça que la Roumanie et l'Allemagne de l'Est sont devenues si laides après qu'elles aient quitté l'ordre bourgeois ? Alors, est-ce que la Roumanie, d'ailleurs, a déjà... Est-ce qu'il y a eu une bourgeoisie roumaine ? Parce non, mais ça fait quitté désolé d'être un peu rigoureux, désolé d'être un peu... Je suis pas sûr qu'il y ait il y a eu un moment bourgeois libéral de la Roumanie entre le moment rural, pauvre, et puis le moment communiste. Mais bon. En revanche, vous dites un truc très, très simple, c'est qu'une des 1000 raisons pour lesquelles le bloc de l'Est a perdu la guerre froide, je le dis trop rapidement, mais disons-le comme ça, c'était parce que le soft power occidental était bien plus performant. Une des modalités de l'immense défaite du bloc de l'Est, du bloc communiste dans la guerre froide, c'est qu'il était moins sexy. Mais c'est ça. Il y a l'histoire, en plus, comme il est mort récemment et qu'il devait venir ici, on peut en parler, d'un écrivain un peu sulfureux, mais passionnant, qui était Limonov, et qui a quitté justement l'URSS parce qu'il trouvait ça moins sexy. Il voulait rejoindre les punks américains, il voulait rejoindre ces gens-là, et après il a rejoint l'Idiot International à Paris. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est parti. Alors, on va faire une partie un peu plus légère sur comment vous décrivez le bourgeois. Alors il y en a, le bourgeois, ultime, mais il y a une toute petite partie du livre sur ça, c'est le dandy. Et vous dites, il met le vêtement parfait comme recomposition du corps imparfait. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est un peu difforme ? Alors, premièrement, ma critique du dandy est très à la marge dans le livre. Et même à la rigueur, je dis que le dandisme pourrait être la version la plus fréquentable de la bourgeoisie. Ouais, de la même façon qu'à un moment, je dis que la puissance de la bourgeoisie, pour l'avoir un peu fréquentée, c'est vraiment pas une puissance intellectuelle. Politiquement, c'est zéro. Esthétiquement, ça pisse pas très haut. Il y a une grande puissance qui tient, je pense, à l'inconséquence fondamentale attachée à cette classe, c'est le comique. On trouve beaucoup de gens drôles dans la bourgeoisie. Alors, le dandisme, originellement, dans les premiers gestes des grands dandys, des grands dandys anglais du 19e, de Huysmans, de Baudelaire et de Oscar Wilde, c'était précisément la haine de la nature à laquelle on opposait la beauté de l'artifice. C'est Huysmans disant « la fleur artificielle est tellement plus belle que la fleur naturelle ». Eh bien, je crois que ça, c'est éminemment bourgeois, parce que je pense qu'il y a dans le bourgeois une haine du réel. En tout cas, l'idée que quand même le réel, comme je le dis à un moment, le prendra en faute. Et ce qui fait que souvent, dans la tradition plus prolétarienne, on trouvera un art parfois plus naturaliste, plus réaliste, parce que je pense que la plèbe
pense fondamentalement que le réel lui rendra justice, que l'élucidation du réel lui rendra justice, alors que le bourgeois sait très bien qu'il a tout intérêt à dissimuler la réalité. Oui, on pourra vous dire la définition du dandy de Baudelaire, qui dit qu'au contraire, il dit en gros, le dandy, ce n'est pas porter des belles cravates, se vêtir et se parfumer, mais au contraire, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une manière de penser, une manière de voir le monde avec légèreté. Donc, c'est aussi ça, bien sûr. c'est ça. Et alors là, c'est pour ça qu'il y a une catégorie, je ne comprends pas, que vous êtes dites, le bourgeois aime le flegme anglais, le bonbon en pantalon rose ou en pantalon je ne sais plus quelle couleur, la fantaisie de Jean Rochefort, le maintien des involtes et Françoise Hardy. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un peu ce que certains pourraient nommer ce qu'il y a de moins pire, c'est-à-dire un reste d'un esprit français qui subsiste depuis une cinquantaine d'années. Mais alors moi je ne parle pas en termes de français, pas français, parce que pour moi un pays se divise par 1000, par 1 million, par 63 millions ou 67, je ne sais plus en ce moment en France, et surtout se divise par niveaux sociaux. Et que quand on parle d'un esprit à la française, en fait c'est une bourgeoisie à la française. C'est comme quand Finkielkraut parle d'un rapport à la galanterie qui consisterait la France, il parle en fait des salons du 18e qui concernaient 24 personnes, pendant que 98% de gueux étaient édentés. Donc l'esprit français, ça ne veut rien dire. C'est donc l'esprit de la bourgeoisie française. Et c'est vrai qu'il y a une tradition de la beauté et du raffinement dans la bourgeoisie française, qui est en train de se perdre quand même, qui est en train de se perdre. Donc je pense que là maintenant, quand la bourgeoisie aime un certain dandysme, un certain flegme anglais, d'une certaine manière, c'est l'effet chez elle de la nostalgie de ce qu'elle n'est plus, de la nostalgie de la classe qu'elle n'a plus. Je le vois bien, par exemple, dans tout un tas de... C'est un souvenir, dans tout un pan de la bourgeoisie, qui adore le cinéma classique hollywoodien, parce que finalement, il a été une espèce de sommet dans une sorte d'élégance bourgeoise. La bourgeoisie new-yorkaise qu'on voit dans les films de Cukor, dans les films de Lubitsch, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, de la même façon qu'il peut y avoir dans tout un pan de la jeune bourgeoisie dandy actuelle, un goût pour l'immense beauté et élégance d'un certain cinéma des années 60, comme incarnant ce qu'aura été l'absolu de la beauté bourgeoise, à savoir Belmondo dans Pierrot le Fou. Voilà, ça c'est l'absolu d'une certaine classe bourgeoise, Anna Karina chez Godard. Les films de Jacques Demy, Catherine Deneuve, Françoise Dorlet, etc. Mais là je pense que c'est très largement... on dévie un peu, parce que là, on est un peu dans le cool. Ah mais non, je pense que justement, vous pensez que le bourgeois cool actuel, c'est-à-dire, je vais le résumer d'une image. Ouais. Je me suis beaucoup servi d'émissions quotidiennes pour faire mon portrait de la bourgeoisie cool. L'émission de Yann Barthès, dont la marraine est Catherine Deneuve. Ouais. Et je pense que des gens comme Yann Barthès sont typiquement dans la bourgeoisie cool, centriste. Bon. Mais précisément, en tant qu'aimant la mode, ils ont la nostalgie d'un moment, le pic de la classe de la bourgeoisie qui est plutôt derrière elle et qui incarnerait Catherine Deneuve. Donc ils vont aller vers... Ils adoraient aussi Jean Rochefort, dont je parle un moment, qui incarne une bourgeoisie qui est en train de disparaître, la bourgeoisie presque aristocratique, le cheval, l'art équin chez Jean Rochefort, le flegme anglais, la classe... Et vous n'avez pas l'impression qu'on aime quelques figures comme Rochefort, Lucchini, Jean-Pierre Mocky... Lucchini, c'est autre chose, c'est un autre chapitre. Oui, mais c'est autre chose, c'est pas le même affect. Non. Lucchini, c'est autre chose. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aime ces gens-là justement parce qu'on sait que ce n'est plus notre monde? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais comme... c'est la nostalgie. Mais c'est la bourgeoisie nostalgique. Parce qu'on sait que ça va s'éteindre. C'est comme des derniers cheveux. C'est ce que je dis, mais je pense que... Mais moi, je le dis pas en général parce qu'on sait que ça va s'éteindre. Par exemple, moi, je n'ai aucune nostalgie de Catherine Deneuve, de Jean Rochefort. C'est pas moi, ma généalogie esthétique est pas là. Alors, donc, je parle bien d'une classe. Et je crois que la bourgeoisie, se sentant dépérir, sentant qu'elle est en train de perdre de sa classe, et d'ailleurs perdant objectivement de sa classe, eh bien, se repaît d'une sorte de nostalgie des moments où elle aurait été au sommet de sa classe. Bon, je pense qu'il y a eu un moment, la bourgeoisie était quand même cultivée. Elle l'est de moins en moins. La bourgeoisie regarde des séries. La bourgeoisie ne va plus à l'opéra. La bourgeoisie ne va plus au français, ou alors très très peu, très à la marge. La bourgeoisie lit de moins en moins. Alors, avant, juste une dernière question, parce que vous dites, toi, tu as 13 ans, tu es resté en classe de 4e, tu aimes les fables, les stories, l'enchantement. Et est-ce qu'au fond, l'idée d'aimer les fables, les stories d'enchantement, c'est pas un peu aimer la légèreté, la désinvolture, un peu une chanson de Chasser Listel, toute la pluie tombe sur moi. Est-ce que c'est pas un peu aimer quelque chose qui pourrait un peu adoucir, donner un peu
de légèreté à l'existence? Est-ce que voir un peu sa vie comme un jeu, une forme presque de nihilisme? Oui, je vois bien, je reconnais bien ce qu'on pourrait appeler le saganisme de Françoise Sagan. Moi, je dirais le nihilisme. Le panache dandy, soyons légers, la légèreté, etc. Oui, enfin, c'est toujours très très facile d'être léger quand on est un rentier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que de nous deux, jusqu'à preuve du contraire, l'écrivain, c'est moi. Celui qui a écrit... J'ai pas prétendu. Non, j'ai pas prétendu. C'est bien, mais ne prenez pas tout mal. Je dis parfois des choses de façon un peu sèche, mais c'est pas des attaques. C'est de nous deux, l'écrivain, c'est moi, pour l'instant. Celui qui a écrit une vingtaine de livres, dont une quinzaine de fictions, qui racontent des histoires, c'est moi. Donc, vous avez vu que je vous ai même pas présenté comme... C'est pas grave, c'est pas grave. Ne perdons pas le fil. Donc la fable, ça m'intéresse. La fiction, ça m'intéresse. L'enchantement du monde, ça m'intéresse. Je suis critique de cinéma, je suis critique littéraire, etc. L'art m'intéresse. Bon, donc c'est pas à moi qu'il faut. Ce dont je parle dans le livre, c'est pas d'un goût de la fable comme quelque chose qui nous rendrait désinvoltes et légers dans ce monde qui nous voue tous à être dévorés par des vers. C'est des gens qui, prétendant dire une vérité, sont en train d'agiter une fable. Et ça, c'est pas une fable, ça. C'est ce que Nietzsche appelle une falsification. Ça, d'accord. Ah. Et là, on sort de la littérature. Ah oui, alors là, donc on sort de la littérature. Notre ami bourgeois prétend vraiment dire quelque chose quand il dit qu'il joue l'ouvert contre le fermé pour s'opposer à l'extrême droite ou pour s'opposer aux populistes. Il prétend vraiment dire quelque chose. Or, il est en train de produire une fable. Il est en train de falsifier son réel. Mais vous racontez que... D'ailleurs, vous ne citez pas quel écrivain c'est, vous dites un écrivain très connu qui est un de vos amis. Ah bon? Ouais. Ouais, ami, je suis pas sûr, parce que j'ai pas d'amis écrivains. Donc ça commence bien. Je déteste cette corporation. Alors vous dites un écrivain très connu à qui vous aviez parlé, et vous lui reprochiez, alors qu'il écrivait des romans, vous dites organiques, de ne faire allusion dans son livre à rien de social et rien qui puisse caractériser en quelque sorte des choses sociales, la banlieue, machin, ça. Et comment on peut reprocher ça à un écrivain? Alors, déjà, il faudrait. Je crois savoir de quelle page vous parlez, et entre la façon dont vous la présentez là, je leur dis et la page, il y a à peu près la même différence qu'entre votre veste et ma chemise. Et peut-être entre nos deux milieux sociaux. Non. Alors, la page, je vais pouvoir citer au mot près, vraiment. Au mot près, là, je suis pas sûr, parce que je me suis pas du tout retrouvé dans le truc. En fait, à un moment, je parle d'un écrivain qui n'est pas un ami, mais qui est un écrivain que j'aime bien, que je lis, et dont j'ai remarqué qu'il n'est absolument jamais question du prolétariat dans tous ses livres. Ah bah voilà, on est d'accord. Et donc, alors attention, je n'assigne à aucun écrivain le fait de parler du prolétariat dans ses livres. On parle de ce qu'on veut. En revanche, quand quelqu'un a écrit 5 livres, et qu'en plus ce sont des livres politiques, c'est des livres qui prétendent rendre compte de la société. Ah oui, il a cette ambition-là. Je pourrais le dire parce que j'ai de l'admiration pour lui, mais je le dirai après, parce que sinon ça va nous égarer. Ah, okay. Et oui. Quelqu'un qui prétend rendre compte de l'état de la société, et qui au bout de 5 livres, qui par ailleurs sont des longs livres, très documentés, ne parle mais jamais, mais à aucune ligne des classes populaires, et parle toujours au contraire des gens de pouvoir, ça finit par faire symptôme de quelque chose. Ça ne le disqualifie pas, ça ne condamne pas son œuvre que je continuerai à lire, mais ça fait symptôme de quelque chose. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien admettre, et que les bourgeois ont souvent du mal à admettre, mais beaucoup de gens ont du mal à admettre, c'est que nous envoyons des symptômes. Nous envoyons des symptômes sociaux. Dans votre façon de parler, il y a du symptôme social. Dans la mienne aussi, moi j'ai la gueule de ma classe, j'ai sans doute un peu la gueule de mes idées, j'ai un peu la gueule de ma famille, on envoie des signes sociaux. Quiconque le nie, et y compris quand on est un écrivain, parce qu'on n'écrit pas... Alors qui est l'écrivain, disons le nom? C'est Aurélien Bélanger. Ah d'accord, Aurélien Bélanger. Qui est par ailleurs, je pense, un des écrivains... Et Dieu sait s'il a dit des conneries sur moi. Oui, mais il a écrit des livres sur Houellebecq, c'est pas... Il est Houellebecquien, mais il n'a pas écrit des livres sur Houellebecq. Il a écrit des livres sur Houellebecq. C'est le seul que j'ai pas lu, parce que moi je lis ses romans. Mais en tout cas, c'est un des écrivains contemporains les plus intéressants, français. D'accord, mais bon. On va pas faire un débat sur Aurélien Bélanger. D'abord, il a inventé un style, il a inventé un genre. Ce que vous dites à un moment, c'est terrible, car on dit au collège de lire... Flaubert, on dit de lire Flaubert pendant que les gens adultes lisent Emmanuel Carrère. Mais si c'est pour ça, je mettrais Carrère 1000 fois plus au-dessus que Bélanger. Si vous voulez, mais on va pas débattre de ça. C'est un détail. Moi j'aime bien, je lis les deux assidûment, ils ont tous les deux leurs qualités. Bon. Alors, on va parler d'un truc plus amusant, c'est la bourgeoisie hard, la bourgeoisie soft. Alors moi j'ai fait une opposition qu'on avait créée depuis très longtemps avec mes amis, c'était entre les tourteaux et les huîtres. Il y a la bourgeoisie tourteau, qui est un petit peu la bourgeoisie rive gauche, qui a des maisons de famille,
qui va dans des vieilles maisons, qui n'a pas forcément des grands revenus, qui habite peut-être des grands appartements, mais qui mange des pâtes, qui fait pas mal d'enfants. C'est les tourteaux, ils mangent des tourteaux. Et il y a la bourgeoisie huître, qui mange des huîtres, et ça, c'est la bourgeoisie rive droite, c'est la bourgeoisie Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est la nouvelle bourgeoisie qui a su prendre le train en marche, et qui est ce que on pourrait appeler du coup la bourgeoisie hard. Oui. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec la distinction? Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aurais pas dit tourteau 8, mais je trouve ça très bien. Pour une fois qu'il y a un truc bien. Effectivement, mon livre, mais je pense que le livre fait deux gestes. Il fait un premier geste de séparer, exactement comme vous venez de le faire légitimement, deux bourgeoisies. Qu'on pourrait appeler d'ailleurs une bourgeoisie qui est plutôt encore imprégnée de catholicisme. Ce serait une façon on peut continuer un peu à les séparer. Tout à fait, oui. Et d'autre côté, une bourgeoisie, je dirais, déchristianisée, une bourgeoisie sans doute plus libérale au sens, alors pour le coup, anglo-saxon du terme, sans doute plus entrepreneuriale, plus start-up, plus mondialisée, et une autre qui serait un peu plus campée sur des valeurs un peu plus identitaires, un peu plus religieuses, et qui aurait des choses comme ça. Alors ça, c'est le premier geste. Je dis juste en une phrase le deuxième geste, et je veux bien qu'après on décline encore longtemps la scission, mais en dernière instance, je rassemble tous ces gens dans ce que j'appelle le bloc boutiquier. Bon, tous ces gens, au bout du compte, ont quand même un immense tronc commun qui rend tout à fait anecdotique les disparités de surface, qui sont folkloriques en fait. Tourteau huître, c'est folklorique. Le vrai truc, c'est qu'au bout du compte, tous ces gens ont du patrimoine, ont des fortunes à faire fructifier, mettent leurs enfants finalement dans les mêmes écoles, envoient leurs enfants dans les mêmes écoles américaines, lesquels enfants monteront tous des cabinets de conseil. Donc finalement, il y a un bloc bourgeois, et les petites nuances qu'on va encore aborder maintenant sont pour moi on va aborder du folklore. On va aborder un gros truc avant de mettre dans les petits trucs drôles et les petites nuances. C'est vous faites une charge contre les rentiers. Et alors, charge? Ouais, contre les rentiers. Une charge? Ouais. Vous avez... Non, mais toujours ce vocabulaire guerrier qui est pas dans le livre. Vous faites un passage sur les rentiers. Et alors, moi, c'était une vraie question, parce que si il y a des gens qui ne profitent pas de la mondialisation, le rentier immobilier, c'est un peu une victime de la mondialisation, parce que il ne détruit aucun emploi, il n'investit pas, on ne parle pas du rentier dans des grandes entreprises, on parle du rentier qui vit de ses rentes, de l'immobilier, de famille, de petits trucs. Et en quoi ce rentier-là pose problème à la société? Non, mais là vous avez une conception de la rente qui est quand même très très ringarde. Pardon, c'est le petit rentier. Ah, on en fait une très ringarde. Mais c'est très bien, ça a son charme. Non, mais vous parlez du premier le rentier du 19e ou du 20e, ou celui qui s'est fait avoir par les emprunts franco-russes. Enfin, par le je sais plus comment on appelait ça, peu importe. Mais ce qu'on appelle rentier en général, c'est des gens qui font de l'argent avec de l'argent. C'est tout, sans aucun geste de travail, qui placent quelque part de l'argent et ils en retournent pour eux de la rente, c'est-à-dire de l'intérêt. C'est aussi une généralisation, ils peuvent le faire dans qui ont de l'argent, qui le placent et vivent avec. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que j'aurais contre ça? Le débat de savoir s'il vaut mieux un certain type de rentier que d'autres, etc., ça c'est un débat bourgeois que je n'ai pas envie d'avoir. Moi, je suis pour l'abolition de la propriété des moyens de production. Vous êtes pour la suppression de l'héritage. Mais par contre, ce qui est impayable quand même dans cette affaire de rente, ce qui est impayable, ce qui est savoureux, et ce qui vraiment, là, pour le coup, légitimerait des violences, et je dis bien légitimerait des violences, et en légitimera, c'est que les mêmes gens qui sont des rentiers, quelle que soit la qualité de leur rente, que ce soit les mêmes qui imposent de mettre dans la tête des pauvres l'idée qu'il faut respecter la valeur travail, que ce sont les mêmes qui font des procès à la fraude sociale, à la fraude aux allocs, ou aux gens qui frauderaient le chômage, etc. Alors là, on rentre dans l'obscénité. Ça, c'est obscène. Que ce soit les mêmes gens qui fassent planer l'idéologie du mérite et l'idéologie du travail, alors qu'eux-mêmes ne doivent absolument pas, ni à leur mérite, ni au travail, de notions qui de toute façon sont discutables, leur fortune. Là, on est dans l'obscénité. Et ces gens ne devront pas s'étonner que des violences soient perpétrées contre eux. Mais s'il n'y avait pas eu de rentier, moi, c'est pour ça que je parle. Un quart ou un tiers des peintres français n'auraient jamais existé. Mais on peut très bien...
on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même sujet, vous et moi. Hein. Bon, c'est pas de ça que je Non, parlais mais du tout. C'est pas de ça que je parlais du on tout. parle des rentiers. Mais moi, je veux bien, mais vous êtes en train de me dire, si il n'y avait pas eu d'argent pour financer des peintres, eh bien, les peintres n'auraient pas eu des argents de rentiers, etc. Mais quand on est comme moi pour la socialisation des richesses, on n'a pas besoin de rentiers. S'il y avait une socialisation des richesses, et donc par exemple un bien public qui serait beaucoup plus conséquent dans la mesure où ne l'accaparerait pas des privés, des gens individuels, des bourgeois, des riches, alors il y aurait beaucoup d'argent qui permettrait d'accorder une sorte de salaire à vie à des peintres, une sorte de salaire à vie à des chorégraphes, à des gens de théâtre, etc. On peut très bien envisager cette socialisation-là. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné comme ça. Il y a des exemples et donc, historiques dans un cadre d'accaparement de la richesse par le petit nombre, bien sûr, relativement à ce système-là dans lequel on est depuis des milliers d'années, alors oui, il a été heureux que certains bourgeois aient un goût pour l'art qui fasse qu'ils puissent financer des grands peintres ou des grands artistes. Mais est-ce qu'il y a des exemples historiques de ce que vous dites ? De socialisation des richesses, bien sûr, le bloc de l'Est, les pays communistes ont socialisé les richesses. Très intéressant d'ailleurs, avec énormément d'ailleurs de bénéfices, énormément de réussites. Par exemple le soin, par exemple le travail des femmes, par exemple tout un tas de choses. Ça a été... Non mais c'est pas parce que, in fine, ces pays ont produit une sorte de désastre, de macro-désastre, à plein d'égards, qu'il faille jeter le débat du bas. Et notamment sur le... alors artistiquement, si, il y a eu des grandes choses dans les pays communistes, bien sûr, on trouvera... Mais... La peinture communiste... Non mais là vous me parlez du réalisme socialiste qui serait pas... mais et là vous êtes pour la suppression de l'héritage. Pourquoi ? Ça c'est le b.a.-ba, enfin vraiment... La suppression totale de l'héritage. Parce que là où je peux vous dire une contradiction... Est-ce que vous seriez pour une suppression partielle de l'héritage ? Absolument pas. D'accord, donc vous voyez bien qu'on ne va pas parler de la suppression totale, puisque vous n'êtes même pas d'accord avec la suppression partielle. Je suis contre les droits de succession, donc je suis à l'inverse même de vous. Vous êtes vraiment... Donc vous trouvez tout à fait normal que vous puissiez hériter d'une maison qui est le produit éventuellement du travail de votre ascendant. Je trouve normal que quand une famille a construit quelque chose, a acheté des œuvres d'art, a créé une œuvre... Arrêtez avec acheter des œuvres d'art. 95% des transmissions d'héritage ne concernent pas des œuvres d'art, donc ne donnez pas l'aspect sympa et la devanture présentable de arrêter avec la... C'est pas de ça qu'on parle. Mais 95% des héritages ne concernent pas des entreprises, ne me dites pas ça. On parle d'une... Non, mais prenons une résidence secondaire à La Baule, où il n'y a pas d'œuvre d'art, une résidence secondaire à La Baule, donc monsieur et madame Dumontet possèdent, etc. Et Philippe Dumontet, leur rejeton, qui n'a rien fait de sa vie, va donc pouvoir hériter de cette maison qui vue sur mer à La Baule, alors que pendant ce temps-là, des prolos se cassent le dos, se cassent la santé, se prennent le Covid dans la gueule en étant caissiers, éboueurs et autres pendant 2 mois, pendant que moi je me confine tranquillement. Et eux, alors ils peuvent ramer toute leur vie, ils n'auront pas le 2/1000 de ce que Philippe Dumontet Et cette maison, ça peut pas être des souvenirs, ça peut pas être une histoire, ça peut pas être un mythe familial, ça peut pas être quelque chose qui... Je suis très touché par votre fable bourgeoise. Est-ce qu'on peut quand même voir les choses d'un autre point de vue qu'uniquement économique. Il ne m'a pas échappé qu'une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie adorait Tchekhov, c'était sans doute pas pour des raisons profondes, c'était parce que Tchekhov racontait toujours ce qui est une sorte de cauchemar pour le bourgeois, c'est qu'on lui prenne sa propriété. D'où vraiment l'adhésion bourgeoise à la cerisette, qui, à mon avis, qui tient pas beaucoup au génie réel de Tchekhov, mais plutôt à ça, c'est-à-dire que ça raconte un cauchemar. On peut vous faire une anecdote marrante. Je suis très ému. Je suis très ému par le tableau horrible et catastrophique que vous venez le trauma psychologique que vous venez de décrire et que produirait en masse la suppression de l'héritage. En revanche, que je vous ai raconté des éboueurs et autres prolos qui ont travaillé à votre place et à ma place pendant 2 mois et dont certains sont tombés malades et dont certains sont morts, ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Donc on voit bien qu'en fait... Donc je termine d'une phrase. Il est de nouveau avéré, et pour la millième fois, que les positionnements politiques sont bien des affaires de sensibilité. Qu'est-ce qui conditionne un positionnement politique ? C'est ce à quoi on est sensible. Vous êtes très sensible, c'est très normal, par une espèce d'autocentrisme bourgeois à « ah là là, on va m'arracher la propriété où j'ai tant de mes souvenirs ». Et c'est vrai que le sort de 20 millions de prolétaires vous importe pas. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire la plus grande aide
autrement de l'aide financière, c'est aussi l'aide quand on a des parents qui sont connus, des parents qui ont du réseau. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait aussi séparer à un certain âge l'enfant de leurs parents ou interdire faire des choses interdire que les parents puissent aider les enfants? Dans ce cas-là, on passe, s'il faut remettre à zéro chaque génération, des inégalités, aussi des inégalités physiques. Il y en a mille des inégalités. Que déjà la société... Pourquoi ne prendre que celle financière? Que déjà la société s'occupe de résoudre ce qu'elle peut résoudre. Voilà, on parlera du reste plus tard. Après, que Marx l'avait très bien identifié, ainsi que d'autres grands penseurs de la gauche révolutionnaire, il est évident que la famille, la cellule familiale, est une instance de conservation de l'ordre social qui est tout à fait performante. Je veux dire, c'est d'abord dans la famille que se reproduit l'inégalité sociale. Et donc, oui, peut-être qu'il faudrait réfléchir, comme on y avait réfléchi d'ailleurs dans les années 70, et je trouve que cette réflexion, elle est un peu passée de mode. J'essaie un peu de la remettre au goût du jour dans un roman que je sors en fin août. C'est pas pour de la pub, mais c'est pour signaler, ça me vient que maintenant. Parce que je me disais, en y repensant, je me dis, mais oui, effectivement, même la gauche la plus radicale a un peu abandonné la critique de la famille qu'elle produisait tellement bien dans les années 60-70. Et c'est dommage, il faudrait s'y remettre, parce que c'est vraiment une unité de l'ordre social qui est tout à fait fondamentale dans le désastre général. Alors, parlons de 2 minutes de cinéma, parce que vous avez dit une chose très intéressante, et là on revient sur les AC12, on n'en a pas parlé. Sur les AC12, vous avez dit que La vie d'Adèle, c'était un film marxiste. Ouais. Et c'était pas un film sur la lesbianité, c'était un film marxiste. Bah, c'est un film où il y a un couple lesbien, et donc qui en parle, pas qui en parle, qui en montre, qui narre un couple lesbien, donc à ce titre-là, c'est dans le film. Mais je crois que profondément, c'est d'abord un film qui va très très loin dans l'analyse du rapport de classe, parce qu'il montre que bien que le rapport de classe, les disparités de classe, les comportements de classe nous poursuivent jusque dans l'intimité. Ce qui détruit le couple à la fin, c'est pas du tout le fait qu'elle soit lesbienne, c'est le fait qu'elles sont pas de la même classe sociale. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que ce film, d'une certaine façon, on pourrait dire, a niqué le système, parce que on l'a promu de la Palme d'Or, on leur a tout donné en pensant que c'était un film qui faisait l'apologie de tous, en gros, contre la discrimination, alors qu'en fait, ces gens-là ont fait le film qui était le plus contre tout le capitalisme, le festival de Cannes, ce monde-là. Oui, alors je ne sais pas s'il a niqué le système, parce que je pense qu'on nique pas le système par un film. Je ne trouvais pas le mot... Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc qui m'a frappé très vite avec ce film, c'est qu'il était aimé pour des raisons cool, alors que le film était tout sauf cool. C'est même un film, même par rapport à moi, dont les curseurs de brutalité sont très hauts, comme on a pu voir ce soir, j'ai presque un film que je trouve trop brutal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je trouve que Keshish est un peu fou pour ça, et c'est pour ça sans doute que, disons, sa folie est très largement imbriquée dans son génie, et inversement. Il va loin, Keshish, quoi. Voilà un artiste qui va loin. Et dans ce film, il va loin. Il va très très loin, parce que, je l'ai déjà dit souvent, je vais le redire très vite, c'est un film qui dit que la bourgeoisie n'est pas capable d'amour. Ça va loin, ça va très loin. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et que chaque bourgeois puisse en juger pour lui-même. Est-ce que, mais de la même manière, on passe ça sur 2 minutes, mais par exemple, je vois qu'il y a un retour de la même manière que la vieille chanson française qui revient à la mode, il y a des revues comme Schnock et tout, c'est le nanar français des années 60. Max Pécasse, arrête de ramer, t'attaques la falaise, Rodriguez au pays des merguez, par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, mieux vaut être con et moche que beau et pleurnichard. Il y a un retour de ça. Oui, mais tout je veux dire, dans la logique de remonétisation du ringard que je décrivais tout à l'heure, qui est vraiment une logique boutiquière, j'y insiste beaucoup, hein, c'est la logique de la friperie. Enfin, c'est le rêve boutiquier de pouvoir toujours tout recycler, hein, qu'il n'y ait jamais de péremption de la marchandise. Et donc retour du nanar, pourquoi pas, alors qu'effectivement le nanar de son vivant, moi je l'ai vécu, c'était les films que je regardais à la télé quand j'étais enfant, c'était vraiment des trucs popus, c'était pour le populo, et donc on regardait ça à la maison parce que mes parents étaient des petits bourgeois classe moyenne, mais ils avaient des goûts assez populo, parce qu'ils venaient eux-mêmes du populo. Et aujourd'hui le populo ne regarde plus ça. Je pense qu'on retrouverait l'équivalent, mais c'est vrai que le nanar a peut-être un peu disparu comme genre, et donc après moi je vois bien dans une certaine bourgeoisie, il n'y a pas seulement que le nanar des années 70 qui revient, il y a tout un charme des années 70 qui revient. Dodo s'en a fait un film, La Belle Époque, hein, qui fait revenir les années 70, très mauvais. Avec, si on veut, mais en tout cas il était intéressant comme symptôme. Et notamment Sauter revient beaucoup, j'en parle d'ailleurs un moment dans le bouquin, parce que je voyais plein de bourgeois
être fan de Sautet, le charme fou des films de Sautet. Et je maintiens. J'ai revu exprès Les choses de la vie l'autre jour à la télé, là c'est passé, parce que je vais quand même le revoir, parce que peut-être que j'ai été trop méchant avec Sautet. Non, je réaffirme à quel point c'est nul. Et donc ça ne tient. Le film n'est rien, le film ne raconte rien, le film n'a aucune densité, aucune consistance, et cinématographiquement c'est rien, mais il ne tient que par le charme de ces deux acteurs. Le charme infini de Piccoli, qui venait de mourir en plus. Bon, en plus, c'est vrai que c'est un super acteur, un super mec, super gueule, grand charisme. Ça fume tout le temps et ça fume élégant. Et puis Romy magnifique, Romy au sommet de sa beauté. Bon, je pense qu'en fait, la bourgeoisie, comme d'habitude, s'intéresse peu à l'art, en fait. Elle s'intéresse à l'art comme elle s'intéresserait à un bel appartement. C'est ce que je dis un moment à propos de mes amis du cercle qui avaient fait un best-of Romer. J'allais vous parler de Romer. Et l'un d'eux avait dit mon Romer préféré, c'est Les Nuits de la Pleine Nuit, parce que c'est un livre où j'aimerais bien habiter. Et là, je m'étais dit, mais oui, finalement, le rapport de la bourgeoisie à l'art, c'est comme l'évaluation du clinquant, en tout cas du charme ou du niveau de décoration d'une maison. C'est la même chose. Ce qui pourrait me faire dire, dans une continuité de brutalité kéchichienne, que peut-être les bourgeois sont incapables d'amour, peut-être deux, en fait, ils n'ont pas de rapport à l'art. Mais peut-être, ce que j'assume, et je dis, c'est que la plupart, souvent, des bourgeois qui aiment Romer, moi le premier, on aime Romer parce que ça rappelle il y a même une chanson Clio qui avait fait l'école roulée beige, les chambres d'étudiants, les grands appartements, les jeunes filles sur la plage qui discutent sans fin, et c'est pas du tout pour ça que vous les aimez Romer. Moi je suis pas complètement insensible au charme discret de la bourgeoisie que perpétue Romer. En revanche, et ça reviendrait exactement à ce que j'étais en train de dire. Alors vraiment, en tant que très fan de Romer, très romérien, ayant vu tous ces films, ayant beaucoup écrit dessus, c'est profond Romer. Et il y a ce charme chez Romer, mais qu'est-ce que c'est profond. Romer est sans doute le cinéaste le plus profondément pascalien de l'histoire du cinéma. C'est un cinéaste métaphysique, c'est un cinéaste qui parle beaucoup de la grâce, qui a des problématiques théologiques très profondes, très puissantes, philosophiques aussi, des questions du sujet transcendantal. Je termine. C'est quand même marrant, on peut pas parler plus de 2 minutes. Je parle de Romer, donc il me faut un peu de temps, pardon. Donc c'est très puissant, Romer, c'est très profond. Par-delà le petit charme des jeunes demoiselles auxquelles il était très sensible lui-même, il y a aussi chez lui un grand goût de la classe moyenne, il y a un grand goût du réel le plus trivial, le plus prosaïque. C'est-à-dire que quand on prend un bus chez Romer, il va vous montrer quel est l'arrêt de départ et l'arrêt d'arrivée, enfin la station de départ, la station d'arrivée. Il est très précis. Toutes ces choses-là, je vois bien que les bourgeois qui idolâtrent Romer les occultent totalement. C'est-à-dire que c'est des gens, j'en viens à ma conclusion, qui aiment Romer sans Romer. Et on revient à cette idée que cette façon de tout superficialiser, mais superficialiser des meubles si vous voulez, superficialiser des maillots de bain, superficialiser des plages, des verres, ça c'est très bien, le design, le charme de la bourgeoisie, le charme quotidien, le goût qu'elle met dans une certaine domesticité, très bien. Mais s'il vous plaît, ne superficialisez pas l'art. Vous tuez Romer une seconde fois en parlant comme ça. C'est incroyable de galvauder à ce point-là un cinéaste. Si je peux vous répondre, c'est quand même Romer au début il voulait être écrivain, et finalement comme il était un écrivain mauvais, il est devenu cinéaste. Et on disait toujours qu'il faisait des films parce qu'il ne pouvait pas écrire des livres. Ça serait complètement un autre débat de ce que j'étais en train de dire. Moi, j'ai écrit un truc là-dessus, sur Romer littéraire, qu'est-ce que ça veut dire. Ça nous emmènerait très loin, et c'est un peu une pensée très sophistiquée. En revanche, je pense qu'il est cinéaste jusqu'au... c'est bien parce qu'on parle d'art, là. Oui. Il est cinéaste jusqu'au bout des angles, au sens où il est basinien, du nom de André Bazin, critique fondateur des cahiers du cinéma, enfin en tout cas matriciel dans l'histoire des cahiers, et qui développait ce qu'on appelle une mystique du réel, et qui ne pouvait passer que par l'enregistrement argentique pour André Bazin. Romer est le plus basinien de nos cinéastes, et à ce titre-là, il est totalement cinéaste. Et c'est pas parce que dans son cinéma, il y a un matériau littéraire qu'il fait du cinéma en littéraire. Je crois qu'il fait du cinéma vraiment en cinéaste. Ah oui, c'est un autre truc avec lequel je suis pas d'accord. Oui, le bourgeois n'aime pas le punk rock. Ah oui. Mais bien sûr, il ne le connaît pas, il le fréquente pas. Ceux qui s'intéressent à des mecs comme Alain Pacadis, Yves Adrien qui est venu ici, c'est des bourgeois. Mais alors, bon, très bien. Alors, on n'a pas la même vision du punk rock. Soyons précis. D'abord, vous venez de parler de critiques du punk. Mais Yves Adrien, c'est... Non, mais je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait du punk, c'est pas des chanteurs de punk, c'est pas des guitaristes de punk, c'est des gens
qui ont été des critiques dandy du rock, de la pop musique, de la musique, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un petit moment du punk dans l'histoire de la musique française où le punk a eu son moment dandy branché, où en fait ça a été un peu le rassemblement, je pense qu'en 78-79, il y a eu un croisement entre un certain dandisme parisien et une sorte d'avant-garde punk, mais qui n'a rien à voir avec la consistance réelle du punk. Par exemple, une figure de ça pourrait être Jacques No. Jacques No crée avec Elie les Sticky Toys, et il crée au moment où le punk est à la mode. En tant que bourgeois, il suit la mode, il veut être à l'avant-garde de la mode, et il est très chic d'être punk en 78 à Paris. Donc là, il fait les Sticky Toys. 2 ans plus tard, il lâche complètement les guitares électriques, il lâche le punk rock, puisque ça n'est plus à la mode pour lui. La bourgeoisie dandy s'est tournée vers autre chose, et il va faire à ce moment-là un album synthétique, que par ailleurs j'adore, qui s'appelle Les Symphonies de Poche. Dans mon souvenir, je crois que c'est ça. Qui est vraiment un petit album, disons, que ça... Tout ça pour dire quoi? C'est que Pacadis et Adrien, fondamentalement, n'avaient rien à voir avec le punk. Et donc je maintiens, ayant maintenant réglé le problème de ces 2 pseudo-exceptions, que bien sûr que la bourgeoisie ne connaît pas le punk, ne le fréquente pas, ne l'aime pas quand elle en entend, et que c'est une musique, oui, dont je tiens qu'elle est alors substantiellement anti-bourgeoise, bien sûr. Mais c'est... Ouais. Et par exemple, donc, toutes les années Palace, c'est pas le punk. Non, mais il y a eu un moment, je viens d'expliquer, il y a eu un moment où le punk était l'autre nom d'une certaine... Par exemple, Jean-Paul Gaultier, on pourrait dire que ça venait un peu du punk new-yorkais, parce que Madonna aussi était passée par là. Mais c'était, il y a eu, dans tout mouvement, aussi prolétarien soit-il, parce qu'à la base, quand même, le punk, c'est les prolos anglais, ou c'est les Ramones aux États-Unis, ou les Stooges aux États-Unis, dont Iggy Pop qui a grandi dans une caravane à Détroit. Donc c'est un mouvement... Mais il y a eu un petit croisement dandy. Il y a eu un petit croisement bourgeois qui a duré 6 mois. Et donc, effectivement, au Palace, il y a eu un moment... Comme d'habitude, la bourgeoisie a réussi à désubstantialiser le punk et à en faire simplement un affichage de mode. Donc, à un moment, effectivement, elle avait retenu du punk le plastique, le latex, des choses comme ça. En revanche, elle avait oublié la quintessence du punk, c'est-à-dire, premièrement, la musique, deuxièmement, l'assise quand même sociale, l'assise populaire. Comme d'habitude, la bourgeoisie avait évidé la chose dont elle s'est emparée. Vous êtes plus Sid Vicious qui Adrien. Moi, j'ai jamais été très fan de la plume d'Yves Adrien et de ses poses. Après, j'aime bien le mec parce que il est tellement singulier et flamboyant que j'aime bien. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec le punk. Et en tout cas, oui, je suis plus Sid Vicious. Mais alors, vous poussez quand même loin. Là, il y a le truc le plus radical que j'ai trouvé dans votre livre, c'est sur le féminisme. C'est un autre truc dont vous parlez sur le féminisme. C'est que vous dites que si on veut tellement aujourd'hui que les femmes s'émancipent, c'est aussi parce qu'on veut que la femme devienne la plus productive possible. Mais ça, c'est là, je dois cette pensée à la grande tradition intellectuelle du féminisme qui commence, au sens large, il y a 200 ans, et avec une accélération au XXe siècle, du côté des États-Unis, du côté des suffragettes, du côté des Anglaises, enfin, et puis après, il y a une grande tradition de la pensée féministe qui est passée parfois par des éminentes figures de l'extrême gauche. Je pense à Rosa Luxembourg, par exemple, qui parlait de ces choses-là, pas trop en fait, mais un peu. Et donc cette idée, elle est apparue très très vite aux gens qui étaient au croisement du marxisme et du féminisme, à savoir que bien sûr qu'on est pour que les femmes travaillent, parce que obtenant l'indépendance financière, elles obtiennent l'indépendance tout court par rapport à une certaine domination patriarcale. Mais en revanche, nous ne sommes pas dupes. Si le capitalisme est tellement prompt à mettre au travail les femmes, c'est aussi parce que il a envie de multiplier les producteurs, il a envie de doubler les bras. Et par ailleurs, la femme idéale pour le capitalisme, c'est vrai que c'est effectivement celle qui, sans trop chouiner, fait ce qu'on appelle la double journée dans l'histoire du féminisme. C'est-à-dire que à la fois, elle permet de rendre productifs les enfants, ça c'est très bien, ça en fait des futurs travailleurs, en les nourrissant, en s'occupant d'eux, en les mettant à l'école, en maintenant leur bonne santé. Donc on les rend productifs et on les offre à 25 ans tout à fait prêts à produire pour le capital. Donc c'est génial, mais en même temps ce qui serait bien c'est qu'elle soit elle-même productrice, qu'elle soit pas simplement une génératrice de producteurs. Et donc la double journée de la femme, c'est l'idéal du libéralisme, de la performance libérale. Ce qui ne veut pas dire que d'un autre point de vue, j'y insiste, il est tout à fait important dans l'histoire de l'émancipation féminine que les femmes aient eu accès au travail. On peut tenir les deux. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais il faut bien avoir en tête tout ça pour juger de ces questions. Si on la bourgeoisie, je pense que la femme utilise la nounou et qu'il n'y a pas vraiment de double journée. Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, elle sous-traite à d'autres. Elle sous-traite à d'autres femmes. Et là, je suis très content que vous me disiez ça parce que c'est vous qui introduisez le paradigme de classe. Magnifique. J'aurais pas mieux dit. Donc, effectivement, il arrive que les mères bourgeoises, dans la grande tradition d'ailleurs de la nounou, sous-traitent
à des femmes prolétaires la garde, l'éducation, même parfois un peu de leurs enfants, de sorte qu'elles puissent se rendre aussi disponibles sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qu'il en est du coup des nounous prolétaires? C'est elles qui sont dans la double journée. Parce que quand elles ne gardent pas les enfants des bourgeoises de cet arrondissement et d'autres arrondissements de Paris, eh bien elles sont en train de garder les leurs. Donc il y a une espèce de sous-traitance de la double journée. Sur les 12 candidats présidentiels, il y en a une qui a proposé de faire un salaire maternel, en gros un salaire pour que les femmes puissent éduquer leurs enfants, donc elles éduquent, et c'était Marine Le Pen. Oui, pourquoi pas. Et vous êtes pour? C'est pas pour Marine Le Pen, hein, pour le salaire maternel. Non, mais moi je suis pas un bourgeois. Elle a été défoncée. Je suis pas de ceux qui se bouchent le nez dès qu'on cite le nom de Marine Le Pen. Je pense que c'est pas le pire fléau du monde, Marine Le Pen. Mais en revanche, on voit bien dans quelle tradition Marine Le Pen s'inscrivait en disant ça. C'est une tradition, vous voyez bien laquelle. C'est quand même une tradition qui consiste à remettre au foyer les femmes, en fait beaucoup plus, plutôt que de faire, et donc reconstituer la cellule familiale conservatrice et bourgeoise, puisque Marine Le Pen, avant d'être d'extrême droite, est surtout une grande représentante de la bourgeoisie. Donc, la tradition aussi nataliste de l'extrême droite, à savoir la puissance nationale, c'est la puissance organique d'une nation, et donc il faut faire des petits, et donc il faut qu'on réassigne les femmes au boulot de pondre des futurs soldats, c'est-à-dire des futurs jeunes hommes qui pourront assurer la prospérité de la nation. Donc on voit bien que parfois... Dire que Marine Le Pen est une grande représentante de la bourgeoisie... Bien sûr. Très bourgeoise, Marine Le Pen, tout à fait. Mais comme souvent... elle a une histoire trop compliquée. J'entends bien. Pas mal été extrême droite. Quand à 8 ans, on a une bombe qui défigure son appartement et elle se retrouve du 4e étage... Mais il peut arriver des malheurs aux bourgeois. Non, mais c'est pas ça. Mais quand on vit dans un univers complètement démentiel, où elle a, tous les jours, des dirigeants des Saddam Hussein, elle se retrouve avec Kadhafi et tout... C'est pas tout à fait une incarnation de la bourgeoisie. Mais parce que vous êtes encore dans l'idée qui est, je dirais, qui devrait être antérieure à la lecture de mon livre et non pas postérieure, d'une espèce de vieille idée que le bourgeois serait l'autre nom d'une vie étriquée, plate et médiocre. Non, moi, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, j'ai jamais dit ça. Je pense que Marine Le Pen est un peu incassable. Marine Le Pen, socialement et sociologiquement, d'abord, elle a grandi dans des écoles privées de la bourgeoisie, où elle a fréquenté que de la bourgeoisie. Par ailleurs, à la suite, elle a fait Assas, qui est quand même la fac bourgeoise par excellence avec Dauphine à Paris. Pour faire du droit, c'est tout à fait, je veux dire, ça appartient à l'atavisme bourgeois que de mettre ses enfants à faire du droit. Et par ailleurs, elle a grandi à Montretout, qui est la propriété que d'ailleurs a acquise son père dans des drôles de conditions, comme on sait, mais peu importe, c'est un moindre mal. En envoyant sa femme. Donc je veux dire, elle a eu une enfance. Vous parliez tout à l'heure de la cuillerée en argent dans la bouche. Elle a une cuillerée en argent dans la bouche. D'ailleurs, elle a aussi fait partie de la jeunesse dorée qui allait s'éclater au palace. Ça, c'est vrai. Allez, merci beaucoup. C'était animé. C'était animé, ouais. Salut.